Bob Sinclair, j'ai une anecdote avec lui. Il dit à son caméraman, il dit, ça serait bien qu'on fasse une petite vidéo avec Ragnar et tout. Il met une baffe, et puis son caméraman, il sait pas que je l'entends. Et son caméraman, il fait, mais non, mais pas du tout. Tu vois pas que c'est un abruti, il va t'arracher la gueule. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Ragnar Le Breton. Ragnar Le Breton qui fait son spectacle qui s'appelle Us. Il va venir nous parler aussi de tous les films qu'il est en train de tourner en ce moment, tous ses projets. C'est un plaisir pour moi de le recevoir. Je l'avais reçu il y a 3 ans à l'époque dans une précédente émission. Bien content de l'avoir aujourd'hui. On a prévu une petite surprise aussi en fin d'émission avec lui. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Chaque semaine, mercredi, vendredi et dimanche, on vous met 3 vidéos par semaine sur Légende, 3 interviews ou des reportages parfois. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram. Je le mets en cliquable sous la vidéo ou dans la description du podcast audio si vous nous écoutez en audio. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux et c'est parti avec Ragnar Le Breton sur Légende. On y va. C'est Ragnar Le Breton sur Légende. C'est net, c'est précis. Précis. Ça va ou quoi? C'est plaisir de te revoir. Bah ouais. On s'est vu la dernière fois quand je t'ai reçu dans le QG il y a quoi, 2-3 ans? 3 ans, ouais. 3 2021. ans. Comment ça va depuis? Bah écoute, ça va. Ça va, écoute, la famille, les enfants, tout va bien. Le taf, ça va. Tu tournes beaucoup? Ouais. Je te vois dans des rôles, je te vois dans un spectacle qui marche. Ouais, bah j'essaie de... Après, là, j'ai ralenti un peu la cadence. T'as eu une période où t'étais partout. Hein. Ouais. Quand on s'est vu à l'époque du QG, t'as explosé d'un coup. Ouais. On voyait que toi sur les réseaux. Ce qui est bien aussi, il faut une période. C'était super, mais je pense qu'à un moment donné, pour pas... je pense qu'il faut savoir aussi baisser un peu le volume et puis se faire un peu plus petit. Et parce qu'après, ça devient un peu indigeste. Moi, je réagis toujours comme un téléspectateur, tu vois. T'as pas envie d'être partout tout le temps. Tu vois un mec que tu vois tous les jours, H24, tu dis, bon, c'est bon, il m'a cassé les couilles. Donc il faut savoir se faire un peu rare et puis il faut savoir surtout... on n'a pas de recul. C'était la technique de Stromae, ça. Il faisait un album, il redisparaissait pendant plusieurs années, il disait, il revenait un peu plus... Ouais, après, Stromae, il avait accompli des grandes choses. Moi, je n'ai rien accompli. Donc, à part mettre des tartes dans la gueule, à dire gros. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer, se faire voir, on m'identifie, ok. Et maintenant, je dois monter une marche qui est celle du cinéma. Donc pour monter celle du cinéma, tu repars à zéro, tu fermes ta gueule, tu travailles, et puis après, tu essaieras de franchir un cap. C'est Alban Ivanov qui avait fait une overdose à un moment donné. Il a travaillé tellement de projets, il disait qu'il se perdait à un moment donné. Bah oui, c'était assez intéressant. Il a un peu relâché la pédale et ça va mieux maintenant, quoi. Bah ouais, mais je l'ai vu Bamban quand il était dans cette période-là. J'étais avec lui pendant qu'il était un peu mal et tout. Et ouais, c'est ça, c'est qu'il a beaucoup enchaîné, il a beaucoup donné de sa personne, que ce soit dans les spectacles, dans les tournages, dans les relations humaines et tout. Puis au bout d'un moment, ça y est, tu dis bon... je vais me concentrer sur moi, et puis tu as très bien fait d'ailleurs. On va revenir sur tout ce que tu as fait depuis. J'ai des petites anecdotes sur le spectacle. J'ai noté, tu as tourné dans Astérix Obélix. On avait eu d'ailleurs Guillaume Canet ici, avec Franck Gastambide dans Medellin, 14 jours pour aller mieux avec Max Gasteuil. Tu as un petit rôle dedans qu'on embrasse, Maxime Gasteuil d'ailleurs. Un stupéfiant Noël avec Éric Judor. C'est quoi ton prochain but? De quoi tu as envie là maintenant? Ça tourne quand même, ça fait quelques années. Là, j'ai envie de faire mes trucs à moi. C'est-à-dire, j'ai envie de faire mes films à moi avec ma patte, mon identité, et faire des choses qui me ressemblent. J'aime bien aller jouer chez les autres, mais c'est mon ADN qui est comme ça, c'est que j'aime bien que ça dépende de moi. J'aime bien aussi... T'as envie de raconter des histoires? J'ai envie de raconter mes histoires, j'ai envie de raconter ma manière de filmer, j'ai envie de raconter ma manière de comment je peux ressentir quelque chose. Enfin, j'ai envie que ça me ressemble, en fait. À l'époque, on s'était vu dans le QG, t'étais à la fois, tu vendais des montres, je crois, de luxe. Ouais. T'étais encore entre les deux, bah si je dis pas de conneries. Là, j'ai mis... Et tu m'avais dit, je lâcherai jamais ça, ouais. Parce que ce milieu est fragile. J'y repense maintenant. Ouais, bah, je fais toujours un petit peu. À côté? Quand il y a une petite occasion de gratter un petit billet, je suis dessus. Hein. Au cas où, ce milieu, tu le prends toujours à la... est-ce que c'est devenu une priorité pour toi maintenant, ou est-ce que tu le prends toujours un peu comme avant? Non, moi, il me dégoûte un peu. En fait, c'est ma passion. C'est ce qui me rend profondément heureux. Ça marche, tout ça? Non, de faire ce métier, tu vois. De créer, de rigoler, de partager des choses, de raconter des histoires. Je trouve ça génial, tu vois. Mais après, tout ce qu'il y a autour et tout, je ne ferai jamais partie de ce truc-là, moi. C'est vrai? Non. Parce que c'est pas des gens comme moi, tu vois. C'est pas des gens... on n'est pas pareil. On n'a pas la même vie, on pense pas pareil. C'est pas des gens... Il y a des super personnes dans ce staff. Franchement, j'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui des vrais proches. Ouais, des vrais potes. Sanigou, Pierre Dudans, Zangro, Alban, Yvan Nobron, que je considère comme ma famille, tu vois.
Mais Ouais, tout l'à côté du milieu. C'est Didier Bourdon qui n'aime pas trop le milieu, il nous le disait parce que il y a une semaine. Parce que c'est un milieu, excuse-moi de le dire, de ça un peu. Dans le sens où tu as des... Et ça, c'est ce que disait Thomas Gijol, ça devrait être masculin. Il y a beaucoup plus de putes chez les hommes que chez les femmes. Tu vois, il y a beaucoup plus de... C'est terrifiant. Tu dis ça pourquoi? Parce que quand tu vois des trucs... on s'en fout des noms, mais pourquoi c'est si difficile, ce milieu? C'est vrai que c'est très dur. Parce qu'il n'y a pas de sincérité, c'est un milieu qui attire beaucoup la noirceur, si tu veux, d'âme. Donc ça ramène notoriété, argent, image, succès, popularité. Donc en fait, si tu veux, tu mets ça dans un homme, il est là, il veut jamais que ça s'arrête, donc il est prêt à tout. C'est des gens qui sont... qui perdent un peu leur humanité pour avoir accès à quelque chose qui... C'est pas un peu une drogue, ce milieu, tu sais, parce que quand il y a goûté, où c'est tellement génial de jouer dans un film, t'as envie d'en faire d'autres, tu vois. Moi, après, pour moi, c'est mon ressenti. C'est comme l'argent. L'argent, ça révèle les gens. Tu découvres vraiment quelqu'un quand il a de l'oseille ou quand il n'y en a pas. Tu vois, un mec qui du jour au lendemain fait de l'oseille et qui se transforme en connard, c'est que c'était un connard déjà avant. Une petite graine intérieure. Bah oui. Tu vois, alors qu'un mec, c'est comme le succès. Un mec qui a du succès, mais qui est préparé au succès, qui est un bon mec dans la vraie vie, il peut avoir des petites turbulences, parce que c'est pas humain, il y a certaines choses qui sont pas naturelles, mais la vraie vérité, c'est que ça reste un bon. Et t'as des gens qui, dès qu'ils touchent de l'argent, dès qu'ils ont du succès, ça devient des gros bâtards. Tu vois. Ils veulent jamais que ça s'arrête. Et, tu vois, et puis, ça devient des petits monstres. Et t'as des mecs comme Philippe Lachaud qui vont rester. Et t'as des mecs comme Philippe Lachaud. Que j'embrasse fort parce qu'il écoute, il m'envoie souvent des messages d'ailleurs par rapport au podcast. Où est la caméra, elle est là? Non, elle est là si tu veux. Mais... Et bah tu vois, Philippe Lachaud qui a des succès monstrueux. Élodie aussi, qu'on envoie. Élodie, mais toute cette bande, ils sont géniaux, Julien et tout. Ils sont entre copains, ils font chier personne. Ils bossent. Des énormes bosseurs. Ah ouais. Ils n'ont aucun mauvais ressenti, aucune jalousie envers les autres. Ils parlent jamais mal des gens. Jamais. Et c'est des vrais gars. Donc après, tous les gens qui critiquent leur cinéma, leur machin, regardez le succès qu'ils ont, ils sont dans leur coin, ils sont gentils, ils sont bienveillants, ça c'est des vraies personnes. Ouais, ils sont en train de tourner Marsupilami d'ailleurs, en ce moment là, je sais que... Voilà. Bah oui, comme je sais qu'il écoute sur le trajet, il me l'a dit là, tous les jours pour le tournage. C'est un vrai gars, Philippe. Et tu vois, ça c'est des mecs que j'aime profondément dans le sens où c'est des gens qui sont, ils sont vrais. T'as bossé avec eux? Ouais. Avec Philippe? Ouais, j'ai bossé avec Philippe, ouais. Sur Stupéfiant Noël, et puis on fait la bande avec qui ils sont tous, Arthur et tout, c'est la même bande, donc... T'as bossé avec Jean-Claude Van Damme dans un film qui n'est pas encore sorti au jour du tournage. Voilà. C'est Le Jardinier, c'est ça? Je sais que, en plus, tu sais quoi, tu m'avais dit que tu voulais le rencontrer à l'époque du QG, et tu m'avais dit, tiens, c'est un des mecs que j'aimerais rencontrer dans ma vie. Exceptionnel. Ça a été comment? En fait, moi, tu sais, j'étais gangréné, moi, petit à ça, tu vois, donc j'étais à fond là-dedans, je le trouvais exceptionnel, c'est des classiques qu'il a fait. Et c'est vrai, quand je me suis retrouvé en face de lui, enfin en face de lui, il est petit, hein, j'étais pas dans... C'est un gars, en fait, je réalisais, je me disais, ouais, en fait, je suis avec un gars, que j'étais complètement en admiration devant lui quand j'étais petit, là, je suis avec lui, on a des répliques, on rigole, on fait un film ensemble, le petit déj, il est là, c'est génial, tu vois. Et ce qui m'avait touché chez lui, c'est qu'il se rappelait du nom de tous les techniciens. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Donc, je dirais pas d'autres noms de comédiens qui étaient là, mais... T'étais plus timide avec lui? Non. C'est rare d'être un humain, c'est un humain. Non, mais moi, Jean Reno, par exemple, j'étais vraiment heureux de le rencontrer. Morgan Freeman, j'ai été impressionné. Il y a vraiment ce truc où tu dis, c'est quand même drôle. Ah bah oui. C'est rare, les comédiens où tu peux, tu sais... Non, mais il était super. Il se rappelle tous les noms. Catherine, hein, Mustapha, Afrique du Nord. Attention, voleur de scooter, hein, je connais. Hein. Il dit vraiment ça? Et en fait, c'est genre, il passait dans un... Il dit ça avec une telle rigolade, bonne humeur, tout le monde l'aime bien, Van Damme. C'est vraiment un super gars. T'as eu des discussions profondes avec lui, parce que parfois on le voit rentrer dans des discussions. Est-ce que non, il s'en bat les couilles. C'est vrai que j'ai essayé d'accrocher 2-3 fois le coquillage, mais c'est vrai. Ça glissait un peu sur le caillou. Ouais. Mais il est mignon. Il est gentil. Il fait Thomas Normé. J'ai dit, ça se voit pas. Hein. T'es cerné, t'es pas beau. Allez, on y va. Je dis, waouh. Il parle vraiment comme ça tout le temps? Ouais. Un jour, il arrive en retard sur le tournage et tout le monde l'appelle, il répond pas, et puis il arrive avec son chien. Il fait, excusez-moi, le dog est sick, hein, donc forcément, priorité au clébard. En action. mais c'est du génie. C'est du génie. Et en même temps, il y a le Mathias, 10 ans, qui regarde ça avec ses yeux et qui dit, putain, je suis en face de lui, quoi. Ouais, j'ai le souvenir quand on a une scène dans le couloir, où, tu sais, genre, à un moment donné, c'est une scène de bagarre où il me met un coup de pied dans les couilles et tout, tu vois.
Tu joues quel rôle dans le Je film? joue un agent secret avec Caris et Van Damme. Le Banner. Ah bah le Banner qui est venu aussi, on l'embrasse. Jérôme, Tu l'as vu l'émission de Le Banner ou pas, non? j'ai vu. Il était très bon aussi. Exceptionnel, où il disait qu'il voulait mettre les délinquants dans des maisons, les déboîter. Ah, je sais. Ah oui. Ave Jérôme, personnage brut de pomme, Jérôme. C'est un vrai gentil, ce mec en off aussi. Ah, c'est pareil. C'est une crème ultime. Extraordinaire. Je sais qu'il regarde aussi tout. Gentil, tu vois, ça c'est tout ce que j'aime. En fait, c'est naturel, gentil, à sa place, à l'écoute, attentionné, tu vois. Bon, après, tu lui marches sur l'orteil, il peut être un peu imprévisible, le GG, mais quand il te racontait l'histoire de son beau-fils, Ouais, il m'a putain. raconté sur le tournage, j'en ai chialé. Hein. Ah là là. Moi, j'en ai pleuré. Hein. Il est incroyable. Il a un front d'orque, avec une nuque comme ça de Golbut, tu vois. Il a des mains, t'as vu ses mains? En fait, Jérôme Le Banner est immense. Mais toi, t'es très grand et Il très est large, t'es énorme. très solide. Il est énorme. Et je me battrais pas contre lui, putain, tu sais qu'il te... Moi, Jérôme, je l'ai fait jouer dans une vidéo où tu sais, on attrape un pédophile et on le déboîte et tout, machin. Puis c'est un cascadeur, le pédophile. Enfin, le mec qui joue le rôle du pédophile. Et je dis à Jérôme, bah, alors tu simules un coup de pied et t'appuies pas, quoi. Il s'arrête, ça tourne, action, il lui met une espèce de low kick, l'autre, le visage, les yeux, ils tombent dans la bouche. Oh comme ça, il fait, merde, je sais pas doser. Pardon. Mais t'as raconté C'est exactement ça. mais- Tu limites hyper bien, je j'adore. l'embrasse, Jérôme. Non, moi, Et une patate de Jérôme, ça va faire très très mal. ça quand fait même. très mal, c'est une évidence, Guillaume. Mais il nous a raconté l'histoire avec son fils et qui avait eu un mouvement malheureux avec sa fille, le mec de sa fille. Oui, le mec de sa fille qui a levé la main dessus, je crois. Bien sûr. Et moi, il m'a raconté l'histoire sur le tournage. Bon, c'était pas drôle, mais la manière dont il te la raconte, c'est Quand il dit mets-toi à quatre pattes, machin. exceptionnel. Il rattrape le copain de sa fille et il lui dit mets-toi à quatre pattes. Et Ouais, puis le ça, chien, ouais. je sais plus ce qu'il lui dit. Il dit, je frappe à la porte, et boum. Je dis, ah bon. Mais quand il te la raconte, il dit, c'est que moi, je suis un peu con. C'est-à-dire, quand il y a une info qui arrive, ça rentre là, mais je réfléchis après. Et tu te dis, la scène, elle est folle. Mais il te raconte des histoires, il est très drôle. Il avait mis je ne vais pas dire le nom, parce qu'il avait mis un coup de pression à un comédien qui se foutait de sa gueule. J'en ai pleuré. Hein. Ouais. Il y a Zangro, j'ai noté un truc que je ne savais pas sur toi. Il disait dans une interview, c'est un producteur et réalisateur de films, il disait que tu dormais 2 à 3 heures par nuit. Ouais. Bah là, je prends des petites gommettes, maintenant. De mélatonine, tu veux dire? Ouais. Pour dormir. C'était des trucs dormis, ou je sais pas quoi, des petits bonbons un peu, là. Parce que sinon, tu dors pas. Non, je dors pas. Je suis dans mon lit, puis j'ai des comme des crans. Mais c'est à dans cause les de jambes. produits, de café, d'un truc que tu prends? Je suis pas un toxicomane. À cause de produits, tu me Non, mais tu sais, tu peux prendre des cures de vitamines, des machins qui te boostent trop pendant des années. Il y en a plein qui font des cures Non, de compléments alimentaires, Non, vitamines. j'ai jamais machin. dormi, moi. Petit, j'ai toujours eu du mal à dormir. Toujours. Il y a très peu de gens qui dorment 2-3 heures. Je me dis que je te poserais la question parce que Non, mais ça, j'arrive ça pas me à dormir. paraissait impossible. Je me réveille, là, j'arrive à dormir un petit peu plus. mais T'es avant, nerveux? Non. Tu stresses quand tu fais un film, la veille, machin, ou pas du tout? Non, pas du tout. T'as toujours ce côté détaché, c'est marrant, ça m'avait marqué. Je crois que j'ai rencontré pas grand monde comme ça. Bon, en même temps, T'as à la fois rien à foutre et en même temps t'adores ça. j'adore ça, mais d'un autre côté, je suis pas attaché à ça parce que je sais que c'est dans une époque où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux ne plus être à la mode dans 15 jours. On peut te réaimer dans 3 semaines. On peut te rusher sur le torse dans un mois. Bon. Donc tu te dis finalement, détachons-nous de tout ça, quoi. Ouais, ouais. Je crois qu'il faut se centrer sur ses enfants. Maintenant, je te demandais tout à l'heure, toi t'en as 2, 10 et 3 ans, c'est ça que tu disais. Ça permet quand même de relativiser beaucoup de problèmes, non? Ouais, franchement, j'ai eu une période au mois de juin où j'étais... je sais pas si on peut appeler une dépression, parce que je suis pas un dépressif quand même, mais j'étais impacté par le comportement des gens autour de moi et tout. Tu sais, je me disais, putain, c'est tous des enculés et tout. Tu sais, j'étais dans un truc où j'étais... Un peu noir? Pas noir, triste, plus déçu, tu vois. Et en fait, et c'est là que je m'en voulais. Je me dis, mais en fait, en vrai, de vrai, je regardais mes enfants et tout. Je dis, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est pas tous ces tocards. Non, mais c'est ça. En fait, la vraie vie, c'est ta femme, c'est tes enfants. Et il faut jamais perdre ça de vue. Parce qu'il y a que ça qui sera là toute ta vie. Il y a que ça avec qui tu as des liens qui sont de sang. C'est trop important. Tu les éduques pareil, les deux? Tu as eu en 7 ans d'écart entre les 2 naissances, tu as changé. Ouais. On change tous en être humain en grandissant. Tu les as élevés différemment ou pas? C'est 2 tempéraments différents. J'ai le premier qui est... C'est 2 garçons? Ouais.
J'ai le premier qui est extrêmement réservé, mais qui est en train de s'éclore en fait avec le temps et qui s'affirme, tu sais, c'est vraiment la gentillesse incarnée, le grand. Tu vois, c'est vraiment très gentil, très doux. Et puis le dernier, il est très gentil, très doux, mais il a un tout petit peu plus de caractère. Tu vois, c'est dans certains trucs, tu vois. C'est-à-dire que la teutote, nous, le premier, on lui a pris, tac. Lui, la teutote, non, tu lui prends pas. Hein. C'est vrai. Bah non. On voit la différence de caractère déjà. Bah, grave. C'est mignon, bah heureusement. Sinon... T'es sévère, toi c'est toi qui fait plus peur ou c'est ta femme? Oh non, moi je fais pas peur du tout. Hein. Non, mes enfants, j'arrive pas à les gronder. Hein. C'est vrai? Ouais, la femme m'a appelé, elle m'a dit ouais, faut que tu lui dises un truc par rapport à ça, donc je compte sur toi pour que tu l'appelles. Et j'étais obligé de me chauffer dans la voiture pour l'appeler, quoi. Tu répétais, machin? Tu sais ce que tu fais maintenant, mais tu sais, c'est pas naturel, quoi. Et même lui, lui-même, il sait que c'est pas naturel. Donc, je les ai déjà grondés. Mais c'est vrai que moi, gronder mes gosses et tout, j'ai du mal. Hein. C'est dur, hein. Mais c'est leur rendre service aussi, parfois. Il faut le faire quand c'est... Quand il fait une traverse sans regarder, par exemple, il faut lui vraiment... Oui, mais tu sais, quand il y a des lignes, tu vois, avec mes gosses, quand ils déconnent, je le dis, tu vois, je les attrape et je leur dis. Mais c'est vrai que être trop autoritaire avec mes enfants, comme c'est des êtres qui sont plus faibles que toi... c'est dur, quoi. Bah non, mais surtout... Parce que t'es tout pour lui. Il te regarde avec ses yeux. Ouais. Et je sais l'impact que ça peut avoir une phrase ou un mot sur un enfant. Des phrases que moi, je peux repenser à ça quand même adulte. Ouais, qui te restent en tête plus tard. Des mots, des actions. Et en fait, tu as un pouvoir sur tes enfants. Qui est énorme. Qui est énorme. Et il ne faut jamais négliger le fait que tu peux décider de ce que va devenir ton gosse. Bien sûr. Juste avec une phrase, un mot, un regard, une attitude. Tu vois. Et les gens d'aujourd'hui, bah, moi, des fois, je vois des comportements avec les enfants, ça me... Dans quel sens tu veux dire? Bah, je dis les pauvres, quoi. Tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Des petits bébés, et tout, des petits êtres, et les gens, ils sont là. Le pire, c'est les donneurs de leçons qui te donnent des conseils sur l'éducation. Tu sais, bien ça, sûr. c'est hyper énervant. Ouais. C'est marrant quand on parle de l'éducation des enfants. Je sais que c'est souvent un des moments les plus regardés de l'émission et tout, mais est-ce que tu as déjà fait une erreur d'éducation un peu drôle? Tu sais, où tu t'es dit, tiens, ça, j'aurais pas dû. Ou si j'avais un troisième enfant, je referais pas ça, tu vois. Peut-être des fois, je disais à mon fils, si on t'embête à l'école, mets-lui un coup de poing dans la gueule, ou des trucs... parce qu'en fait, comme mon grand, il est... Je lui dis ça aussi. Mais non, mais je lui apprends à taper là. Mais avec ma femme, on se dit des fois... Elle me dit, t'inquiète pas, elle me dit, il a du caractère, ton fils, t'inquiète. Elle me dit, il faut avoir du caractère dans la vie. En Parce que moi, je sais comment c'est. C'est tellement dur. J'ai dit à mon fils, moi, j'ai dit toujours, j'ai dit, défends les gens qui sont plus faibles que toi. Si tu vois que tu as le dessus sur quelqu'un, n'insiste pas, passe à autre chose. Si tu peux protéger quelqu'un, protège-le, mais ne te laisse jamais marcher dessus. Même si tu vas perdre, eh ben vas-y, c'est pas grave. Moi, je suis comme ça dans ma tête. Enfin, c'est mon éducation. C'est comme ça que je me suis forgé. Et jamais il n'y a personne qui marchera dessus. Tu peux être qui tu veux. T'as jamais eu peur de la bagarre? Si, j'ai déjà eu peur de la bagarre. Et si t'es plus fort que moi à la bagarre, je vais trouver une solution pour te faire du mal. Je vais pas me laisser taper. Hein. Non, mais si tu croises un Jérôme Le Banner physiquement... Je vais pas me battre avec Jérôme, non. Ça n'a intérêt. Je vais me faire déboîter par cette espèce de Normand immonde. Je vais me retrouver allongé dans une ferme. Mais Jérôme, il fait ce qu'il veut de toi. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas pour autant que... C'est un personnage de film, je trouve, dans la vraie vie, Jérôme. Il est génial, Jérôme. Mais c'est pas pour autant que je me laisserai faire s'il m'embête, toi. J'avais juste noté... Toi, tes parents se séparent, tu vas après dans le sud chez ton père, un coup avec ta mère, tu m'avais raconté, et ton beau-père à Nantes, quand il était footballeur, ton beau-père. Éric Decroix. Après, chez tes grands-parents, et ça m'avait marqué, j'avais noté, tu avais déménagé 14 fois. Ouais. C'est ce qui t'a permis aujourd'hui de pouvoir t'entendre avec, tu disais tout à l'heure en rigolant, avec des Tchétchènes, avec tout type de population, avec des gens différents. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des... Je considère ça comme une chance. Bien sûr. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir un jugement, je pense, juste, entre guillemets, sur certaines situations, parce que je les connais. Je sais, j'ai navigué dans plein de milieux différents, que ce soit... les quartiers, que ce soit la bourgeoisie, que ce soit les bobos, les campagnards. J'ai vraiment eu vraiment une grande panel de diversité de milieux. J'ai vraiment connu ça. Et donc, c'est ce qui me... Je sais exactement ce qu'ils peuvent penser. Et j'ai même été, des fois, comme eux, tu vois, dans certaines choses. Comme tu traînes avec des gens, tu leur ressembles au bout d'un moment. Bien sûr. Sur ça. Après, tu traînes avec d'autres gens, tu t'aperçois qu'en fait, eux, c'était un peu plus con. Ils étaient un peu cons, en fait. Et en fait, t'es la moyenne des gens que tu fréquentes le plus. Tu pioches. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plein d'amis qui sont de différentes cultures, différentes religions, différentes couleurs de peau, mais on a tous un point commun, c'est qu'on respecte les autres, on n'a pas de noirceur dans le cœur, et puis voilà. Tu te sens mieux dans quel milieu? Parce que... Populairement.
Moi, je me sens mieux avec les gens qui me ressemblent, avec des gens qui sont simples. Tu vois. Tu peux être simple, pas forcément ton niveau social ou de l'argent ou quoi, mais juste des gens qui sont des personnes voilà, qui aiment les choses simples, un bon petit resto, faire un petit week-end, regarder un petit film. Tu sais, j'aime bien les gens simples, les gens qui se prennent pas la tête, qui se prennent pas les gens de haut, qui se pensent pas au-dessus de la mêlée, quoi. Tu parlais de ton grand-père aussi, qui était très important pour toi dans ton éducation. J'ai repris ton poste où tu disais celui qui m'a le plus inspiré dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre Delacroix. Donc, c'était un journaliste de France et russe et qui a marqué notre famille parce qu'après, bon, dans toutes les familles, tu as une personne un peu qui sort un peu du lot comme ça par son caractère. Et lui, c'est vrai que il était inspirant dans sa manière de voir le monde, de se comporter. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Franchement, c'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Après, tu vas partir, tu vas arrêter l'école, tu dis en 5e, 4e, je me rappelle plus ce que tu m'avais dit, mais tu t'arrêtes assez jeune dans le parcours. Et tu dis un truc, tu dis maintenant que j'ai des enfants, je réalise qu'il y a plein de choses qu'un enfant ne doit pas vivre. Parce que c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, t'as des phrases qui t'ont resté, qui sont restées dans ta tête. On a tous des moments, tu sais, où tes parents ils font des erreurs. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont pas parfaits. Tu vois ce que je veux dire, ce moment-là, on n'a jamais trop abordé ce sujet, mais ce moment où tu te rends compte. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Bah oui, on fait tous des erreurs. Ça se trouve, mon fils me reprochera des choses que moi je me rends même pas compte aujourd'hui. Tu vois, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que tu traverses jeune et que tu n'as pas à vivre. Il y a des adultes qui te font vivre des situations et ils ne pensent pas à l'impact que ça peut avoir sur toi. Ils sont égoïstes, en fait. Thomas, par exemple, moi, je mets un point d'honneur avec ma femme. Je me disputerai jamais violemment avec ma femme devant mes enfants. Même si on se dispute, ils savent que c'est pas non plus le monde de bisounours avec ma femme. Hein. Bon, c'est la vraie vie. Ça va se chamailler, quoi. C'est la vraie vie, hein. C'est bon. Oui, tu vas pas faire semblant non plus. Non, je vais pas dire ça suffit maintenant, Véronique. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, avec ma femme, on se dispute pour de vrai. Ça mais arrive, tu vas pas te hurler dessus. Moi, ça m'a marqué quand j'étais gamin. Mais... Non, mais même mes enfants, tu vois, je vais jamais leur l'hystérique, je vais même lui mettre une... Jamais de la vie. T'as un pote qui a donné 20 000 balles à un SDF, j'ai vu, tu racontais ça assez rapidement. Tu m'as pas raconté cette histoire. Ouais, c'est un mec avec qui je bossais dans le luxe à l'époque. C'est un mec qui nous achetait des sacs à main et des montres et tout. À l'époque, on me rencontrait comme ça. Où tu vendais, ouais. Ouais. J'avais du mal à le blairer au début, parce qu'il était un peu insup dans son comportement. C'était un mec un peu, voilà. Et je me rappellerai toute ma vie. On fait l'affaire avec lui dans son hôtel. Hop, on discute, on continue à discuter, on sort, et il voit un SDF sur le toco, comme ça. Hop, il sort une liasse. Mais c'est un mec qui est multimillionnaire. Et il sort une liasse de billets de 100, comme ça, puis il lui donne. Toute la liasse? Ouais, mais il n'y avait pas 20 000, il y avait 10 000 balles. Putain, c'est beau. Ouais, et je l'ai regardé, j'ai dit, putain, ouais, j'étais un... Il m'avait fait ça t'étonne, connard. C'est encore un très bon pote. Tu racontes ta rencontre aussi avec ta femme, c'est le choc des cultures et tout, c'est hyper marrant quand tu t'es vu la raconter. Tu te maries en 2008, voilà, on a noté les dates, elle est aide-soignante à Évreux. Tu la rencontres pendant une rééducation? Ouais. Comment? Du genou. On a été blessés au ligament croisé tous les deux. Et puis voilà, ça a été... Elle est toujours là. Et tu disais que c'est un choc culturel entre ta famille bretonne, pure juive, et celle de ta famille, elle est sénégalaise, d'origine sénégalaise musulmane, et tu disais les premières rencontres entre la famille, ça s'est passé... Bah oui, t'as sa mère qui rêve d'aller à la Mecque, et puis t'as mon oncle qui fait la mouche avec ses couilles. C'est deux mondes qui ne se touchent jamais, normalement. Tu vois, c'est des planètes qui se touchent pas, en vrai. Mais la finalité, c'est que... C'est drôle aussi. Mais c'est génial, ouais. Moi, ma femme, elle appelle ma grand-mère tout le temps. Elle se parle, tu vois. C'était quoi le plus dur dans la présentation? Ça s'est fait quand même naturellement ou il y a quand même une période de... C'est le manque de pudeur. Chez toi, tu veux dire? Bah oui, dans ma famille bretonne, bon... la pudeur, c'est compliqué. Il fait l'hélicoptère, il sort, il fait un hélicoptère avec ses coups. Mais tu sais, c'est bien, hein. Ça me dérange pas, c'est des bons vivants, quoi. Ouais, c'est des bons vivants. Bah oui, ils sont là, ils boivent un petit verre, ça parle de cul à table. Donc l'autre, elle est éduquée dans la pudeur la plus totale. C'est quoi, elle arrive et qu'elle entend des histoires à table. Le début, c'est toujours un peu... Et maintenant, ça va mieux, enfin, c'est... Oh, bah, ça a toujours été, hein. Elle en rigolait, hein.
Elle a jamais dit oh non, je peux pas, ça me dégoûte. Ça va, hein. Elle a grandi en Normandie. Hein. Elle connaît, quoi. Ah ben oui. Après, tu as fait ton spectacle, quand on se voyait à l'époque, quand tu es venu au QG, il s'appelle Huss. Ouais. T'en peux plus de ce mot? Est-ce que ça te fatigue? En fait, tu vois, non mais même si c'est drôle, et voilà. Tu vois, un Cadmerade, il nous disait putain, tout le temps biloud depuis 30 ans, ça le fait toujours rire, mais il dit j'entends ce mot toute la journée, quoi. Non, franchement, ça me fatigue pas. Ce qui me fatigue, c'est des fois, je suis reçu sur des plateaux télé et qui me regardent comme si j'étais un débile, tu vois. Je l'ai ressenti ça plein de fois. Hein. J'ai fait des... Ah oui? Ah bah oui. Moi, je suis sorti d'un plateau télé en promo. J'ai eu une migraine instantanée avec des douleurs aux oreilles. Tellement je me suis senti... Pas trop respecté, tu veux dire? Ah, même pas du tout. Et même jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment ça se fait, je me suis pas levé, je l'ai pas déboîté. Je te jure, la tête de ma mère. Tu sais, je réfléchissais, mais je me suis dit, toi, dans la vraie vie, jamais tu vas me faire ça. Ah ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, tu parles derrière ton... Et puis qu'il y a des millions de personnes qui regardent. Ouais. Et en fait, il m'a pris pour un... Pour une merde, ouais. Ouais, il m'a mal parlé. En fait, c'est même pas qu'il m'a mal parlé verbalement, mais l'attitude, je me suis pas senti respecté. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Dès que tu as un peu de gouaille, ou que tu viens d'un milieu un peu plus populaire, ou que tu t'habilles, tu sais, un peu... je suis pas vraiment Enfin, c'est un mec de la mode. Bon, ça va. Non, mais ça va, je suis dégueulasse, là, j'ai mis un pull. Arrête. Il était gêné de son t-shirt, dis-tu que son t-shirt est beau au commentaire. Mais non, mais tu me disais, ce t-shirt, il me va pas, machin, il te va très bien. Non, mais je suis pas quelqu'un, voilà, je fais pas très attention à moi, je suis pas très dans les codes non plus. Si j'ai un truc à dire, je dis, mais tu sais, ils me regardent comme si j'étais un dinosaure, en fait. Parce que je rentre pas dans les codes qu'eux, ils veulent, mais c'est pas parce que je fais du sport ou que je mets un t-shirt un peu trop large que je suis con. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir toutes les dates du spectacle, parce qu'il y a toute une tournée avec des grosses dates à Paris. C'est au Casino de Paris, ça va être 15 dates avec le Casino de Paris, etc. Donc je vous mets le lien cliquable sous la vidéo, si vous voulez, sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, dans la description sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, vous aurez dans la description le lien cliquable pour aller voir ça. Tu mettais, je sais pas si c'est encore le cas, il se trouve que je connais bien la personne qui produit le spectacle, c'est un de mes meilleurs amis, Benjamin Demey, qu'on embrasse fort, et chez qui j'ai dormi il y a encore 3 jours. Voilà, et c'est vraiment mon pote. Il m'a raconté au début, tu mettais une claque, parce que tu t'es fait connaître dans des vidéos où tu mettais des gifles. Est-ce que vous le faites toujours, ça, ou pas? Franchement, les premières représentations étaient chaotiques, quoi. Vraiment, il m'a dit, pose-lui la question parce que c'est quand même très drôle, le départ. Le départ, c'est je prenais des gens dans les gradins, qui veut prendre une tarte? C'était vraiment... Tu mettais une vraie gifle. Bah oui, mais c'est un spectacle de crétin. mais c'était les gens, et c'était les gens qui me demandaient. Avec un casque, tu remettais un casque de moto? Il me dit, vas-y, appuie-moi et tout. J'ai dit, mais non. Donc j'y allais forcément. Je me disais, mais je me retrouvais dans la loge. Je me suis dit, mais c'est un truc de Golbut infâme, quoi. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ont eu très mal, non? Oui, il y a Blaze qui avait pris un chaos monumental, qui s'est retrouvé à gerber dans les chiottes en tremblant. Enfin, c'était vraiment des soirées de merde, quoi. Oh putain! Et le spectacle a décollé le jour où j'ai mon camarade qui est revenu, qui s'appelle Yvan Nobron, qui est pour moi un des futurs grands de la comédie. C'est un comédien qui tourne et tout, mais il n'a pas eu encore sa chance. Pour moi, oui, au niveau où il mérite. Ouais. Au niveau où il mérite. Et puis à partir du moment où on a reformé le binôme, et ben je me suis senti heureux d'être sur scène avec David Salle qui nous a rejoint après. Et là, du coup, on a un vrai spectacle construit, on s'éclate. C'est une pièce. Tu vois une différence par rapport au début? Oui, au début c'était un camping. On apprend en même temps. C'était le jeu du cirque. On savait pas trop ce qui était écrit. Des fois, on finissait le spectacle, il y avait 40 minutes de spectacle. Ah là là. Je dis, bah c'est un peu court. Après, du coup, je faisais quoi? J'allais prendre des t-shirts en loge. J'ai distribué des t-shirts, mais c'était chaotique. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que tu apprends. Ouais. J'ai appris dans le dur, j'ai appris dans la difficulté de... Mais j'ai toujours su que ça allait être difficile. Hein. Mais je préfère y aller pleine bille. Et puis une fois que tu es dedans, bah, après, tu t'adaptes. Et maintenant, tu as fait plus long. En fait, tu essayes de faire plus que pas assez. Non, mais là, on a un super spectacle. Je suis trop content. On a un bon spectacle. Et tu dis, tes combats, ils sont avec toi sur scène? Ouais. C'est ça, vous êtes plusieurs? C'est une pièce de théâtre, ouais. C'est un one-man mélangé avec du théâtre. Avec des tableaux et tout. Et en plus, t'es pas tout seul sur scène, c'est plus drôle. Ouais, c'est génial. Moi, je m'éclate. Puis partager des émotions, j'ai toujours été... Je préfère partager des émotions que tout seul. Je trouve ça trop glauque. Moi, j'étais malheureux quand je faisais du one-man. Ah bon? Oh bah oui. Je finissais mon truc dans la loge. Je vais finir complètement toxicomane, moi, si ça continue. Tu dis, t'es là comme ça.
T'es tout seul, pas terrible ce soir. Oui, en tu fait, parles tout seul, pas terrible ce soir. En fait, finalement, dans des métiers comme ça, t'es souvent seul. Ouais. En one man, t'es seul dans ta loge avant, tu te prépares. Moi, j'aime bien être seul dans la vie. J'aime bien aller au restaurant seul. Non, c'est vrai. Ah bah oui, Mais je gars, suis au restaurant seul. J'aime bien aller au cinéma tout seul. J'aime bien faire plein de choses tout seul. Mais je trouve que l'artistique, c'est quelque chose qui se partage pour moi. De partager des émotions, de transmettre, de s'amuser, de rendre la balle à quelqu'un, tout c'est génial. Le one man, j'ai pas assez d'ego, je pense, pour faire du one man. La plus grosse chose à faire, la plus difficile, je crois, c'est de partir en vacances seul. Est-ce que tu as déjà essayé? Non. Voilà, c'est bon. C'est encore autre chose. Ça s'appelle la dépression, Guillaume. Là, quand tu pars tout seul en vacances. Il y en a qui adorent ça. Ils se font une semaine de déconnexion. En ce moment, il y en a pas mal qui font ça. Il faut voir les profils. Hein. Putain. Bah ouais. Écoute, j'ai fait 4 jours. Ah, t'en as fait 4? Non, j'ai essayé. C'est une personne qu'on a reçue ici, que je citerai pas, mais j'embrasse parce qu'il l'a jamais dit, mais il s'est fait 4 jours sans téléphone. Un très gros humoriste, comédien. Ouais. Il est parti 5 jours seul, sans téléphone, faire une retraite un peu spirituelle, etc. Et Oh, les écorchés. Attends. Et en fait, il m'a dit, ça m'a fait du bien. Et moi, je suis toujours sur mon téléphone toute la journée, pour le média, pour tout ça. Et en fait, j'ai essayé. Je suis parti 3 nuits. Je suis parti vraiment. J'étais avec ma femme et mon fils. Et à un moment donné, je suis parti 3 jours. Ils sont allés à la famille. Ouais. Et je vais tenter 3 jours, une fois dans ma vie, pour voir ce que ça fait. Ouais. Et c'est difficile. Moi, j'aime bien parler aux gens. Avec le téléphone, on ne prend plus le temps. Même moi, j'ai ce défaut-là. Des fois, je suis trop avec mon téléphone. Avec les enfants, parfois, tu fais pas gaffe. Sauf quand je suis au restaurant avec des gens, ou que tu vois, le téléphone, je le pose. Moi, je supporte pas quand tu es au restaurant avec un mec qui regarde son téléphone, il arrive à t'aspirer 2 mots dans la phrase. Oui, bon. Tu dis, bah non. L'interaction, elle est un peu légère, là. Donc ça, non. Mais c'est vrai que le téléphone, c'est un poison, ouais. Mais je ne sais pas aller, je ne peux pas aller au restaurant tout seul. Moi, je trouve que c'est l'angoisse absolue, ça me gêne. Non, je m'assois, vraiment, je suis gêné, quoi. Ah non, je m'en bats les couilles. Moi, je me hop, tac, je regarde dans le vide. Est-ce que tu arrives à quitter ton personnage au début, ou est-ce que tout le monde te remet un peu dedans dans le personnage de prof de sport un peu fou, Ah bah oui. un peu énervé? On te le redemande tout le temps Ça va me suivre toute ma vie, donc j'aime bien, moi. Après, c'est vrai que bon, quand t'es à Leclerc et que tu dois faire « Oh, yeah, bah, c'est bon, tu dis « Bon, c'est un peu lourdingue en plein milieu surgelé. » Mais c'est bien, moi, j'aime bien. C'est une référence qui me suivra toute ma vie, de toute façon, donc il ne faut pas en avoir honte. Hein. À l'époque, tu disais que tu n'avais pas de texte dans ton spectacle, machin, et tu avais vraiment une part d'impro. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout? Non, c'est écrit aujourd'hui. Oui, on a fait de la mise en scène, on a travaillé, mais c'est du travail, de toute façon. Mais c'est juste que comme j'y serais jamais allé, si Ben ne m'avait pas dit « T'as une date là », j'y serais jamais allé, en fait. Ah, c'est vrai? Bah non. Benjamin, le producteur. Donc en fait, il m'a annoncé ça 3 semaines avant. Donc j'y suis allé pleine bille, bon voilà. Putain. Est-ce que tu t'es déjà interdit des choses? Toi qui es hyper libre quand tu parles de tout ce que tu veux, est-ce que dans le spectacle, tu t'es dit, tiens, il y a des thèmes, sans les donner, mais est-ce qu'il y a des trucs, tu t'es dit, ça sert à rien d'aller là ou là pour pas vexer certaines personnes, machin, non? Non. Bah, en vrai, non, parce que j'ai pas de... Moi, je pense qu'on est en France, on a le droit de parler de tout. Hein. Donc c'est ce qui fait aussi la force de notre pays, c'est qu'on parle de tout. Parce qu'on est tous là, ici, donc il n'y a pas de sujet de conversation qui doivent être interdits. Après, ce qu'il faut le faire, c'est bien le faire. Il faut le faire toujours avec de la bienveillance, toujours avec la dose d'amour qui fait que les gens n'interprètent pas ça comme une agression. Mal, ouais, bien sûr. C'est des gens qui vont attaquer un sujet, mais ils ne le maîtrisent pas. T'as déjà dû t'excuser en faisant une vanne dans un spectacle et tu vois que tu vexes quelqu'un alors que c'était pas le but, ou de faire une gaffe avec quelqu'un et tu dis de se lever, en fait tu n'as pas vu qu'il était en fauteuil, tu as des trucs... Ah oui, si, putain. Où tu fais une gaffe, ça arrive à tous les... dit ça. Non. À Lille. Non, même pas. À Lille, au théâtre Sébastopol. Ouais. J'avais fait une gaffe avec un handicapé, ouais. Putain. Ouais. Après, non, mais il était super. Pas méchant. Il était super. Oui. Et c'est les premiers, parfois, mais il était super. à voir que tu rigoles et il rigole avec toi. Il est trop mignon. C'était vraiment un bon gars. Non, c'était super. D'ailleurs, on est parti après le spectacle parler un peu avec lui. Tout est génial. J'ai vu à l'époque, quand ça a explosé pour toi, à l'époque du QG, les gens, ils savaient pas trop où te situer. T'es un personnage qui est un peu au milieu de toutes les eaux internationales. Ils savaient pas si t'étais un viking, un raciste, un beauf, un drôle. Moi, j'ai tout eu, moi. Et c'est marrant, hein, je regardais sur les réseaux et ils savaient pas trop où te situer. Bah ouais, parce que... en vrai, ouais, c'est vrai que même aujourd'hui, les gens ont du mal à m'identifier un peu, je le ressens. Hein. Ah bon? Bah oui. Bah, après, les gens comprennent, hein. Ils savent. Ils comprennent, mais c'est juste que des fois, il y en a qui se permettent des réflexions. Des fois, je dis, ah, t'as pas compris le...
La subtilité. Ouais, on n'a pas compris. Ton coach te pensait raciste, tu disais même un... Ah, Fernand Lopez. Ouais, Fernand Lopez. Ouais. Tu t'es lancé dans le MMA. Il n'y a pas eu le combat parce que ça s'est annulé au dernier moment, etc. Oui, il y avait des revenir gens qui dessus, étaient mais... Ouais, des gens, oui. Mais 99% des gens comprennent que c'est de l'humour. Donc, Tu parlais du bordel en France, des élections et tout. Tu étais très intéressant sur le sujet. Ton avis, où tu disais que les gens ne s'écoutaient plus. Bah oui, parce que c'est... moi, ce qui m'avait choqué pendant les élections, c'est qu'en fait, chacun prêchait par sa paroisse. Oui, pour sa paroisse. Paroisse, le abruti, tu sais. Mais qui veut faire le mec un peu profond, c'est un crétin. Chacun prêchait pour sa chaussure. Alors, et en fait, chacun prêchait pour sa paroisse. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'on s'écoutait plus. Donc il n'y avait plus de dialogue. Donc c'était... tous les gens de droite sont des nazis. Nous, on est là, machin. La France, c'est ci, c'est machin. Mais je dis, les gars, à un moment donné, si les deux parties ne se remettent pas en question, si on n'apprend pas à communiquer, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité dans ça? Mais on communique et on essaie de trouver un truc qui puisse convenir à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, personne ne s'écoute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les musulmans vont prêcher pour les musulmans. Les gens vont commencer à cracher sur la France. Après, lui va dire ça. Après, l'autre, il va dire s'il y a des problèmes en France, c'est à cause des bouilles. Tu dis, c'est un peu léger comme analyse. Ça. Et en fait, les gens ne s'écoutent plus. Ils font que se renvoyer la balle avec des mauvaises phrases, des mauvais mots, des mauvaises intentions, et puis personne ne s'écoute. Ouais, c'est que des pics et rien n'avance, quoi. Mais tout le monde prêchait pour sa paroisse. Putain, les gars, j'aurais bien aimé qu'à un moment donné, il y a un mec de droite qui dise, bon, franchement, les gars, tous ces discours-là, c'est des discours de mongols, de débiles. Et pareil pour la mec de gauche, tu vois. Si on en est arrivé là, et qu'il y a 11 millions de personnes qui se sentent un petit peu mal, ou qui sont plus à l'aise comme avant, est-ce que nous aussi, on n'a pas notre part de responsabilité dans certaines choses? C'est ça qui est important. On a peut-être fait des conneries. On n'a peut-être pas donné les bons exemples de réussite. Peut-être que les grands frères dans les quartiers, ils ont mal ouvert la voie. Peut-être il y a plein de choses. C'est juste qu'il faut une remise en question globale. Il n'y en a pas de remise en question. Il n'y en a plus. C'est flippant, hein, parce qu'on ne sait pas où ça va, quand même. Hein. Il n'y en a plus. À un moment donné, ils traitaient les gens de nazis, l'autre, ils traitaient les gens d'islamistes, de machin. Je dis, mais en fait, oula, il y a un problème là. Nous, on a essayé de faire passer un peu tout le monde. Et dès qu'on invitait d'un côté, on se faisait attaquer par l'autre côté. Ouais. C'est pour ça que quand on a reçu Dieudonné, pour la réponse à Alice et Moon, j'ai essayé de faire un appel, même si ça n'a pas été très long, mais il était en tournage, pour que les deux se parlent. Je trouvais ça, tu vois, c'était un peu la symbolique aussi derrière, mais il faut que les deux peuvent se reparler, quoi. Mais il faut que chacun se remette en question, puis il faut surtout comprendre que on veut tous la même chose. Qu'on soit noir, blanc, jaune, chinois, arabe, on veut rentrer chez nous, s'occuper de notre famille, gagner un petit peu d'argent, pouvoir se faire plaisir, être serein, bien dormir. On veut juste ça. Tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut élever ses enfants dans un pays serein. Tout le monde veut safe. C'est ça. C'est ce qu'on veut quand on a des enfants. Oui, c'est ce qu'on veut. On veut aller à l'école tranquillement. C'est juste que les gens qui tombent dans les extrêmes, c'est les abrutis. C'est généralement des abrutis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai pas la solution. Hein, je sais pas. Non, mais il peut y avoir des gens qui regardent. Je sais pas, ça peut aider. Mais il faut communiquer, il faut rassurer. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui vient me voir, un ancien qui a genre 60 balais, qui vient me voir, ou un mec qui a 30-40 piges, il vient me voir, il me dit, écoute. Moi, je me sens pas en sécurité quand je vais là-bas. Quand je marche à Barbès, je suis pas bien. J'ai pas eu dire, oh, t'es un abruti, t'es un facho. Ah oui, mais ok, je peux comprendre. Quand tu marches à Barbès à 23h le soir. Non, il y a des rues qui sont chaudes à Paris, franchement. Oui. Non, mais attends, ça serait. La porte de Pantin. Arrêtez de mentir, bien sûr. Avec des. Ça va, tu vas bien? Et tu dis, non, ça va pas. Non, mais même pour les femmes, il y en a qui, quand ils disent dans les médias, mais non, machin, si, il y a des rues, c'est dangereux. Bien pour les hommes aussi. Mais bien sûr, parfois, tu marches, t'es tout seul, t'es là. Mais bien sûr, mais il faut arrêter de nier. Il faut être juste. C'est comme les bobos de Paname, des fois, ils me disent, les mecs, tu sais, non, mais franchement, les quartiers. Mais moi, je connais les quartiers. Je peux te dire que dans les quartiers, t'as de la raclure dans les quartiers. T'as des mecs qui cassent les couilles, qui sont dans une image. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Va niquer ta mère. Il y en a dans les quartiers comme ça. L'erreur, c'est de dire. Ça n'existe pas, où il y a que des gens comme ça. C'est pas la vérité. Dans les quartiers, tu as des gens comme ça, et tu as une majorité de personnes qui va bosser, qui sont super, qui sont gentils, des rebeux, des renois qui sont avec toi au café, qui ont les mêmes discussions de toi. Qui s'occupent d'associations locales. Non, mais même qui ont les mêmes discussions de toi, les mêmes références humoristiques, on a le même sens de l'humour. Moi, je suis avec des rebeux, des renois toute la journée, moi. On a les mêmes conversations, les mêmes délires humoristiques, on tape les mêmes barres sur les mêmes choses. Tu comprends? Et eux ne supportent pas non plus les petits cons qui cassent les couilles. Le petit connard qui va te casser les couilles, qui va faire qui se prend pour un mafieux. Oh, je vais t'allumer. Tu vas rien allumer du tout. Non, mais c'est vrai, c'est un problème. Et ça, eux, ils cassent les couilles de tout le monde. Après, moi, je suis d'une école où
je cherche toujours à comprendre. Exactement. Tu vois, moi c'est dommage, je vois un petit con qui casse les couilles, qui est agressif et tout, bah, je vais pas le juger. Je vais aller le voir, je vais lui dire, je vais essayer de parler avec lui et de comprendre qu'est-ce qui l'amène là. Et généralement, ça va pas à la maison, manque de moyens, frustration par rapport à la société, dans plein de choses. Et si tu arrives à lui parler, à lui ouvrir les oreilles et à lui faire comprendre qu'il peut devenir autre chose qu'un petit con, eh ben, c'est déjà... Mais parce que lui dire, t'es un petit con, t'es une merde, tu mérites que d'une chose, c'est d'être en prison. C'est trop facile. Bien sûr. Non, mais ça, tu feras pas évoluer le public. Hein. Mais par contre, il faut arriver à comprendre la jeunesse. Il faut pas lui jeter, la jeter au feu tout de suite. Faut pas être réac. Non. Mais il faut être à l'écoute, mais dire les vraies choses. Je te jure que ces gamins-là dans les quartiers, je te jure que c'est vrai. Les gens ils vont peut-être dire, ouais, il dit n'importe quoi. Mais je te jure que les gamins dans les quartiers, la plupart, qui sont un peu perdus, qui sont en bas du bâtiment, qui traînent, qui fument, qui dealent, tu parles avec eux, c'est des gamins qui sont remplis de qualité, de générosité, de compréhension de la vie. C'est des gamins qui ont faim de plein de choses, en fait. Et c'est juste qu'ils ont été mal aiguillés. Peut-être qu'à la maison, ça va pas. Peut-être qu'on leur a pas donné les bons repères. Peut-être qu'ils n'ont pas eu... Mal entouré, après. Ouais, ce que tu disais, t'es une moyenne de mecs. Si tous tes potes sont là, bah, tu restes un peu là. Et c'est ça. Mais si ces gamins-là, on arrive à les comprendre plutôt qu'à les juger, c'est déjà une énorme victoire. Et c'est ce qu'il faut faire. Après, il y a des comportements. Moi, personnellement, quelqu'un qui viole une meuf, qui va agresser une grand-mère, ou qui machin, ça discute pas. Mais non, mais t'as pas à discuter. Non, on est d'accord. Oui, c'est pas parce que t'es mal à la maison. Exactement. Un gamin qui deal. Moi, personnellement, qui deal... ok, d'accord. Si tu deals pour faire de l'oseille et pour le bien de ta famille, pour essayer d'avoir accès socialement à autre chose, ça me dérange pas. Non, mais il y a des cas... Mais par contre, dealer pour aller en boîte de nuit, pour péter la bouteille de champagne avec une sacoche Louis Vuitton, dire « Oh, c'est moi qui ai le terrain !» Bon, là, je te pisse au cul. T'es dans l'ostentation. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, c'est comme si t'es un braqueur de banque, tu viens me braquer une banque, t'as ton sac d'argent, puis t'es dans la rue. C'est moi qui vais me péter la porte. Hein. Parce que t'as envie qu'on te voit, t'as envie d'avoir cette image de dur. C'est vrai. Voilà, les gangsters d'aujourd'hui. Voilà. Un gamin qui dit par nécessité pour s'en sortir et sortir de ma famille de sa mère, ça me dérange pas, moi. Non, mais c'est ce qu'on disait, mais c'est comme aux États-Unis où t'as un père de famille qui a fait un braquage pour payer un traitement pour ses enfants. Oui, parce qu'il a plus de... Parce que la vie, elle est dure. En fait, il y a certains trucs que tu peux comprendre. La vie, elle est dure, mais la vie, elle est dure pour tout le monde. La vie, elle est dure pour tout le monde. Et pour la caissière qui se fait braquer aussi. La vie, elle est dure pour tout le monde. Elle est dure même pour les campagnards qui n'ont pas une thune, qui sont des agriculteurs, qui n'ont pas d'oseille, qui vivent dans des maisons excentrées de tout. La vie, elle est dure pour tout le monde. C'est pas pour autant qu'il faut sombrer dans la méchanceté, dans la violence gratuite. Il faut pas tomber là-dedans. Tu vois ? Il faut pas trouver des excuses à l'inexcusable. Ah, exactement. Bon, un mec qui me dit il a vu une grand-mère, mais bon, il vient d'arriver, il dort dehors. Oui, va te faire enculer. Frérot, la grand-mère a marché dans la rue, elle va se faire casser le cul. Non, mais excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Elle a rien demandé, la grand-mère. La fille qui est morte dans le bois de Bologne, c'est ah oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu vois, on peut pas. Là, aujourd'hui, c'est une société, on excuse tout, on justifie tout. Oui, non, mais ils l'ont brûlé parce que. Parcours très difficile. Bon, c'est chaotique à l'école. Hein. Ah oui, donc il peut brûler quelqu'un dans un coffre. Oui. Ouais, j'ai vu, c'est pas possible. Il peut pas le brûler, mais comprend. Ben non, on comprend pas. Ça manque de sévérité un peu. Ah oui, ça manque Je pense de sévérité, que, tu vois, dans plein de pays, aux Émirats, par exemple, c'est très sévère la justice. Bah, ça fait le droit. Non, mais c'est un exemple parce que j'ai pu y aller en vacances et j'ai vu, et c'est très sévère. Va en Algérie et va agresser une grand-mère en Algérie. Tu vas te faire déboîter. Le DZ est très agressif. Ils vont te le massacrer. Parce que la vérité, c'est qu'eux... Ils font la justice tout de suite, tu veux dire ou là Ah oui, parce que c'est des codes. C'est des codes. Tu vois, même dans les quartiers, même les grands ou les darons, les machins, dès qu'il y a des darons qui passent, tu vois, ça se cache, ça fait attention parce que c'est honteux. Là, maintenant, aujourd'hui, bah non, ils s'en battent les couilles. Ils n'ont plus les codes. Il n'y a plus les codes de la génération. On a reçu des gros gangsters hier, même de la période des années 70, 80, 90, des Patrick Guillemin qui sont évadés. Il y avait des codes où ils s'attaquaient jamais aux femmes, aux enfants. Mais c'est ça. Qui ont été perdus un peu aujourd'hui, où ils respectaient toujours les anciens. Mais parce que pour moi, ce qui a matrixé tout le monde, c'est les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils pensent qu'être un homme, aujourd'hui, c'est avoir une Lamborghini, avoir une montre à 200 pétards, avoir une meuf qui a des faux nichons, qui est con comme un mur, avoir une chicha et faire peur dans son quartier. Voilà, c'est ça. C'est moi la grosse tête, c'est moi la grosse tête. Oui, bah, super. Bah, bravo. Non, mais, puis ils se transmettent le virus, en fait. Ils veulent tous devenir des gangsters, des mecs qui font peur, qui tirent, qui machin. Mais les gars, un vrai bonhomme, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qui va t'attirer le respect. Tu vas être craint, on va te voir comme un connard. Et c'est la société qui a rendu les gens barges comme ça. Ils sont tous dans... C'est fou. Bah, ils courent après quelque chose et ils se disent « Ah ouais, c'est comme ça qu'on existe, ok. »
Tu vois, ils voient des Lamborghini, des machins, des trucs. Ils ont envie de ça aussi. Ils ont envie de ça. Quand on t'écoute comme ça, tu as l'air, tu sais, toujours dans les bonnes valeurs, tu fais attention à ce que tu dis. Il y a un petit côté qui parfois pourrait être religieux même. Tu vois, on a reçu des prêtres ici, des religieux différents, etc. Ouais. Toi, t'es quoi? Tu es très croyant? Non, après moi je suis croyant. Religion. Je suis croyant, mais moi je pars du principe que la religion, ça fait partie de ton intimité. À partir du moment où tu exposes ta religion de manière publique, où tu la revendiques beaucoup trop fort, où tu veux montrer que tu es religieux, c'est que tu n'es pas un vrai religieux. Moi, je prends toujours l'exemple de ma belle-mère qui est religieuse, et je la trouve d'une simplicité de vie, d'une gentillesse, toujours le bon conseil, discrète. Tu vois, c'est ça la vraie religion. En fait, c'est un lien entre toi et ton créateur. Ça ne concerne personne d'autre que toi. Donc pourquoi tu vas aller dans la rue? Là, aujourd'hui, ils se laissent tous pousser des beubards comme as, et puis ils ont une foi qui ressemble à une couille de lapin. Donc en fait, c'est tout dans l'ostentation visuelle, je suis ça. Mais l'intérieur, tu n'es pas ça. Tu vois? Et ça, là, je cible, par exemple, je parle de la religion musulmane parce que ce qui fait souffrir les musulmans, c'est les gens, c'est l'image que donnent les gens de la religion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas l'islam le problème. Les gens vont dire, ouais, si tu lis un texte, ils disent qu'il faut couper la tête. Les gars, ça n'a rien à voir, c'est des textes qui étaient écrits il y a des milliers d'années. Les vrais religieux, ils recontextent, enfin ça, on remet dans le contexte, on adapte le discours et voilà. Mais les vrais religieux musulmans sont des gens discrets, gentils, à leur place. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont pris en otage la religion pour se donner une image, pour appartenir socialement à quelque chose. T'as plein de gens qui sont perdus, qui n'existent pas, ils se disent ouais, bah attends, je vais me convertir, je vais me laisser pousser la barbe, je vais laisser un petit voilà à la fin de la phrase, hop là, on va s'intéresser à moi. Tu vois? Mais c'est ça qui. Moi, chercher une famille, tu veux dire. Ouais, mais ils salissent les gens, parce qu'ils ont une foi de moineaux. Ils connaissent rien et ils étalent leur goutte de confiture, ils l'étalent sur 3 baguettes. Oh, voilà, après ce qu'a dit le prophète, alaykoum salam. Tu t'es converti quand, Jérôme? Il y a 3 jours. C'est un peu léger, je le rappelle. Non mais, en fait, si tu veux, et c'est ça dont les musulmans souffrent, c'est les gens qui les représentent ou les gens qui font un maximum de boucans, et ben ils salissent tous les musulmans qui sont à leur place, gentils, discrets, qui veulent qu'une chose, c'est qu'on les laisse tranquilles. Et c'est ça que moi qui m'énerve, c'est que ce qui crée le racisme et la séparation sociétale, c'est ce genre de personnes qui se servent de quelque chose. Pour diviser un peu, tu veux dire? C'est même pas qu'ils divisent, c'est qu'ils divisent malgré eux, c'est des abrutis. Donc ça veut dire que c'est comme si moi, demain, je dis que je suis prêtre. Et je commence à me mettre des trucs et je commence à faire des... Alors, je connais rien, tu vois? Et c'est ça qu'ils font. Ils se servent de ça. Et puis, avec leur attitude, leur comportement, leurs phrases, ils mélangent tout. C'est-à-dire que tu as des gens qui se proclament musulmans et qui ont des comportements de merde. Mais tout le monde le voit, ça. Et les gens vont dire, mais c'est ça un musulman? Mais non, c'est pas terrible, hein. Alors qu'un vrai musulman, c'est pas ça. Le musulman, il est chez lui, il va travailler, il fait sa prière, il emmerde personne, il casse pas les couilles. Et voilà, il fait sa vie. Et il veut juste qu'on le laisse tranquille. C'est fou, tu disais religion en latin, c'est-à-dire relier les gens. Mais bien sûr. Et ça fait le contraire. De toute façon, quelqu'un qui se sert de la religion pour autre chose que transmettre de l'amour, c'est que c'est pas quelqu'un de bien. C'est juste ça. Voilà. Après, il y a un problème aussi en France où l'État français, même les médias, devraient faire attention aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même sac et de prendre en considération qu'il y a quand même beaucoup de musulmans en France qui sont nés ici et il faut leur donner, si tu veux, ce statut de citoyen comme tout le monde. Il y a des trucs où, par exemple, moi, des fois, je vois des trucs à la télévision, l'interdiction du voile, le machin, c'est... Qu'est-ce que ça peut nous foutre à nous, moi, Français, Breton, j'en ai rien à foutre que tu mettes ton voile ou pas. Au contraire, si tu te sens bien avec, mets-le. Tu te sens bien, mets-le. Si tu veux le mettre, mets-le. Ça me dérange pas, tu comprends? Par contre, si tu mets si t'arrives, tu mets un truc, machin, juste pour dire, ouais, je suis pas comme vous, ça c'est nul. Tu vois, et c'est... Mais les médias français devraient faire attention sur ça. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple, c'est tout con, mais le conflit qu'il y a entre Israël et Palestine, ils font des fautes de communication qui me choquent. Je me dis, mais comment vous voulez qu'on ait un pays apaisé s'il n'y a pas un discours qui est juste? Tu comprends? Qu'il y a un discours à la même échelle pour les deux. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui meurt d'un côté, c'est un drame, et pour l'autre, quand il meurt, c'est bon. Ouais, mais bon. Non, il n'y a pas de ouais, mais bon. Tu veux dire quoi, les politiques, les médias? Les politiques, les médias. Tu vois, quand il y a ce que là, on est en train de voir, c'est on est en train d'assister à l'extermination d'un peuple. Et moi, je te le dis, je ne suis pas pro-juif ou pro-musulman.
Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été des juifs dans cette situation-là, j'aurais été indigné de la même chose. Mais tu ne peux pas rester comme ça et avoir des discours qui ne sont pas sur la même échelle pour les deux côtés. Ouais. Mais non, mais ça va créer... Les musulmans en France, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais attends, mais c'est des oufs, eux. Regarde comment ils parlent des gens qui partagent la même religion que nous. Donc ça veut dire qu'ils nous voient comme ça. Ça veut dire qu'ils ont ce niveau de considération pour nous. Il ne peut pas avoir une justice, une société apaisée, si la justice n'est pas égale avec tout le monde. C'est impossible. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, ça va créer de la colère, de la frustration, de la méchanceté, ça va créer... C'est normal. Tu vois? Là, ce qui se passe, là, je t'en parle, on ne s'en est pas parlé, mais je t'en parle parce que c'est juste que si tu veux apaiser les cœurs, il faut mettre tout le monde au même niveau. Dire les choses. Dire les choses. Voilà, regarde ce qu'on voit actuellement, tu vois des enfants qui brûlent, tu vois des machins, c'est pas humain. Ça aurait été des juifs dans ces situations-là, ça m'aurait bousillé. Moi, je suis traumatisé par toutes les images de guerre qu'on a. Mais c'est horrible. Mais des deux côtés, hein. Même en Ukraine, parfois, j'ai des trucs qui pop sur Twitter. Moi, j'ai pas envie de... Enfin, tu vois, c'est horrible. Parfois, t'es le matin, tu regardes juste l'actualité et tu te tapes effectivement des vidéos de guerre. La guerre, c'est atroce, quoi. Mais il faut être un enculé pour pas le dénoncer, ça. Pour pas le dire oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais. Qui est oui, mais de quoi? Tu vas justifier comment qu'on tue des enfants? Ça se justifie pas. Voilà, c'est tout. Et dénoncer ça, c'est pas être antisémite, c'est pas être anti-juif. Ça n'a absolument... Même les juifs, ils sont horrifiés de ce qui se passe. Ne pas mélanger un pays avec des habitants avec leur gouvernement. Ça n'a rien à voir. Les juifs, ils sont horrifiés de ce qui se passe. Tu comprends? Tout le monde est horrifié. Mais c'est juste que les médias, c'est un drame, c'est pas si grave. Non, c'est un drame, c'est un drame. Voilà, point barre, c'est tout. Si tu fais ça, tu verras déjà que les cœurs vont s'apaiser, tu verras déjà que ça va aller. On est dans des périodes où tu sens un peu, effectivement, plus la tristesse dans les gens. Et comment veux-tu être heureux? C'est pas possible. Alors qu'en France, on en parlait tout à l'heure en antenne de zone, on a beaucoup de chance quand même, dans le sens où on a eu de la chance d'être en France. Et c'est vrai que souvent on se plaint, mais quand tu visites parfois des pays étrangers, tu dis putain, enfin, on n'est pas si mal chez nous, tu vois. Pour moi, la France, c'est un pays exceptionnel. Et moi, je le redis, je suis français et très très fier d'être français. Tu vois, c'est un pays, pour moi, demain, si on doit partir au charbon, si on pouvait l'éviter... On est d'accord. J'ai pas me la jouer Rambo Warrior, hein, je me chierai dessus, et puis voilà, mais je vais y aller, parce que c'est mon pays, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai mes fous rires, c'est là que j'ai mes enfants, c'est là que mes ancêtres sont nés. C'est fort, quand même. Bien sûr. Et On a un pays qui a plein de défauts, mais qui est incroyable. Ouais, bah s'il faut mourir pour protéger le pays, je le mourrai, moi. C'est pas... Je te dis pas ça pour me faire mousser ou quoi, c'est mon vrai ressenti. Non, je sais, je pense qu'on n'ira pas à la guerre quand même, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de cracher sur la France, quand même. C'est un pays extraordinaire, la France. Il y a des gens qui vont te dire, oui, la France, un pays de merde, prends un avion et casse-toi. Allez. Bah, dégage, si tu vas pas rester dans une maison, tu te sens pas à l'aise. Tu marches quelques mètres plus loin, puis tu t'achètes une autre maison et tu vas te faire niquer. Mais tu restes pas dans un pays, tu profites de plein de choses et puis tu craches dessus, c'est de la merde. Ça, c'est dur à entendre pour plein de gens aussi. Moi, je supporte pas ça. Sur les réseaux, tiens, machin, pays de machin et tout, mais... Non, mais même quand ils disaient, la France, c'est un pays de racistes. La France, c'est un pays de racistes, mais t'es con, quoi. Il y a du racisme, comme dans tous les pays. Mais c'est exactement. En fait, c'est quand on sera juste que ça fonctionnera. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu diras, effectivement, ça, c'est pas possible, ça, par contre, c'est vrai, ça, dans une rue, c'est vraiment dangereux. En fait, quand tu dis les vraies choses, c'est qu'on essaie de cacher un peu tout. Il faut dire les choses. Voilà. Il y a du racisme en France? Oui. Est-ce que les Français sont racistes? Non. Voilà. Point barre. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour un noir qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye d'avoir un appartement? Oui. Voilà. Que Julien Blanc, oui. Voilà, ok. Non, c'est la vérité. Ouais, exactement. C'est la vérité. Il faut dénoncer ça, c'est la vérité. Et tu n'entends jamais la vérité. Et tu sais, quand tu l'entends, les gens font, oh là là, t'as entendu ce qu'il a dit? Mais de là à dire que la France est un pays de racistes, c'est complètement débile. Il y a des fachos, des crétins. Moi, des fois, je reçois des messages. Attends, mais nous, on a reçu des gendarmes, il y a des mecs mauvais des deux côtés. Mais comme il y a des délinquants qui sont mauvais, tu crois qu'être policier aujourd'hui, c'est facile en France? Non, mais je suis d'accord. Ça, c'est un vrai débat. Moi, tu me mets policier, je suis dans une manif, on m'insulte, on me crache dessus, je prends ma matraque, je te déboîte. Bah oui, parce que c'est dur. Ah oui, au bout d'un moment. Fils de pute! Et là, il te crache dessus, il te pousse, il machin. Au bout d'un moment, tu vas bon, allez, tu vas envoyer une marmule parce que c'est. Mais les mecs. Parce que c'est des pères de famille aussi sous les casques. Bien sûr. Qui toute la journée, très dur, sont pas bien payés. C'est très dur d'être policier. C'est très dur d'être policier. Tu vois, aujourd'hui en France, excuse-moi, par contre, il y a des policiers qui sont des enculés finis. Il faut les sanctionner, mais à un moment donné, il faut aussi dire que la jeunesse, elle n'est pas facile. Que le pays, les habitants, ils sont casse-couilles. Mais le problème de
99% des médias aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a créé Légende, c'est qu'ils vont soit dire tiens, il y a des flics qui ont caillassé, qui ont fait ci, qui ont fait ça, mais ils vont pas dire aussi quand il y a une news inversée. Ah ben. Le but, c'est de dire les deux. Il faut dire les deux. Comme ça, après, tu tu te fais. Si tu mets que de l'argent dans une machine, bring, 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 tu te dis, bon, ok, on a compris. Mais la plupart des médias sont militants aujourd'hui. Mais oui. Ils sont plus neutres. C'est très difficile. Mais je te jure, moi, c'est vraiment ça. Hein, pour moi, c'est tant qu'il n'y a pas la même dose pour chaque parti, pour chaque personne, pour chaque communauté, on n'aura jamais de truc apaisé. T'as un discours de vieux monsieur dans un corps de jeune. Mais dans le bon sens, un peu de sagesse. Non, mais t'as vachement. Non, mais pour de vrai, je pense que je te dis, et quand je te vois en parler, c'est pour ça que je suis content aussi qu'on se parle dans l'émission, parce que je te trouve tes discours, tu sais, sur plein de points, très sages. Bah non, mais c'est juste qu'il y a des valeurs qui se perdent, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de compréhension. Aujourd'hui, c'est chacun pour son truc, chacun pense avoir raison, chacun est dans son coin. C'est nul, quoi. C'est débectant. C'est les réseaux sociaux qui ont accéléré ça, vraiment. Les réseaux sociaux, mais bien sûr. Il y a un truc qui a été cassé après les réseaux. Nous, tu as quel âge? T'as 34? Ouais. 50. T'as connu un peu avant les réseaux sociaux? Non, c'était trop bien. Trop bien. On faisait du vélo, on faisait du foot, ça fait un peu vieux con. Non, c'est vrai. La nouvelle génération, ils ont des trucs qui font mieux que nous, où ils s'éclatent plus. Bien sûr. Mais moi, je trouve qu'on avait cette naïveté, Mais moins d'emmerde. Ah bah oui. On se bagarrait à l'école, ok, c'est pas grave, mais tu vas pas ramener un couteau à 9 ans. Tu dis, en CM2, le schlass. C'est fou. Hein. Maintenant, l'actualité, t'as l'impression que c'est logographie. Mais bien sûr, mais même la violence, tout a explosé. Tu vois, c'est dingue. Moi, une fois, il y a un mec qui est venu me voir à mon spectacle, au tout début où j'étais à l'Européen. Et tu sais, j'ai un sketch dans mon spectacle où je parle de l'homosexualité. Parce que moi, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, l'homosexualité. Je trouve que c'est un truc où beaucoup s'indignent, mais alors qu'en vrai de vrai, ça peut te foutre, quoi. Ouais, chacun fait ça. On s'en fout. Le but, c'est d'être. On n'est pas longtemps sur Terre. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il se fasse barbouiller? On s'en fout. Ça y est. Ok, super. Bah, c'est là, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, tu vois? Mais aujourd'hui, il y a un truc. Il y a des problèmes avec ça, tu veux dire? Ouais, je fais mon truc, je fais ça. Et il y a un mec qui vient me voir, qui me dit qu'il est ni homme ni femme. Qu'il est non-binaire, tu veux dire? Qu'il est non-binaire, qu'il a été complètement outré par mes propos. On était tous une salle de nazis. C'est un peu léger. Et en fait, lui, il essaie de me faire comprendre que sa position, en fait, c'est à moi de la comprendre. Non, tu fais ce que tu veux, mais m'impose pas à moi ta vision des choses. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, on veut que tout le monde pense comme nous. Mais oui. Moi, demain, je vois un travelot d'un mec 95 avec des mains de maçon. Ça me dérange pas. Tu comprends? Ouais, s'il est heureux. Ça va me déranger, par contre, s'il marche dans la rue, qu'il prend sa robe, il fait « Tu veux voir mes couilles ?» Oui. Là, ça me dérange. Parce que c'est un manque de pudeur. C'est pas de la... Non, mais c'est pas de la revendication. Non, ouais, exactement. Parfois, c'est... Tu te dis, non, mais j'ai pas envie de voir tes bulles, Pedro, j'ai pas envie de voir ça. Tu comprends? Mais c'est pareil pour les hétéros. Tu vois, des hétéros qui s'embrassent, qui se touchent, qui se tripotent. Tu dis, mec, un peu de pudeur, putain. Ouais. Un peu de pudeur. Et en France, il n'y a plus ça. Je dis, tout est revendicatif. Je suis homosexuel, donc je vais te montrer que je t'emmerde. Ok, super. Donc tiens, vas-y, Bertrand, mets-moi un doigt dans le cul devant tout le monde. Waouh, ça me dérange. Tu vois, mais s'il fait pas ça, ça me dérange pas. Mais comme on est dans un truc où il faut montrer, faut casser. Faut revendiquer. Faut revendiquer. Mais pourquoi tu revendiques ta sexualité? S'en fout. C'est privé comme la religion. Mais c'est privé, tu comprends? Mais par contre, il faut défendre les homosexuels qui se font agresser, parce que t'as des abrutis, ça, c'est des grosses merdes. Mais c'est eux-mêmes les homos. Un mec qui agit comme ça avec un homosexuel, c'est lui-même l'homosexuel au fond de lui. Je te le dis. Hein. Tu vas au Bois de Boulogne, un mec qui va se faire casser le derche. Tu vas voir. Moi, j'y passe tous les jours au Bois de Boulogne. Moi, je t'ai vu, tu t'es arrêté la dernière fois, avec ton vélo, avec le sac à dos légende. L'enfer. Mais et tu vois des profils étonnants. Tu vois des profils, tu vois des mecs hyper costauds, hyper baraqués. Et parfois, arriver à 3-4 mecs. Bah oui, 3-4 mecs, tu vois l'espèce de costard cravateux. Non, le jour, j'ai vu des mecs avec des bananes, machin. Mais t'en as plein, mais t'as j'étais très surpris. Je me disais, putain, et ils allaient voir des... Mais oui, des flottes, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu rejettes quelque chose, plus, c'est ce que je disais dans mon sketch, plus tu rejettes quelque chose... Plus t'en rêves quelque part. Non, mais plus tu es ce que tu es, c'est ce que tu es toi. Tu vas avoir un rejet sur ce que c'est un truc l'homophobie extrême. Sur des mecs qui sont discrets, par exemple, moi j'ai déjà vu ça une fois, j'étais au Café Breban, je me suis embrouillé avec un mec parce que tu sais, il y avait un couple d'homos qui était au fond, mais qui était plutôt mignon. C'est des mecs qui avaient genre la cinquantaine et tout, bon voilà. Et t'as un mec qui était en train de le snapper, il faut regarder grosse folle, machin.
Je suis arrivé, je mets une claque dans le téléphone, je me dis, mais t'as pas honte de faire ça? Tu comprends? C'est honteux ce que tu fais. Et ça, il faut le dénoncer aussi. Il faut laisser les gens vivre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la revendication, l'extrême revendication de nos pratiques sexuelles me dégoûte. Moi, ce qui vraiment me marque, là, on en parlait il y a quelques jours, on a reçu Bob Sinclair, et qui nous disait que sur les concerts, les gens se mettaient maintenant à filmer en boîte quand il arrivait, et parfois pendant 2 heures, les gens ne dansaient pas, ils filmaient. Bob Sinclair, j'ai une anecdote avec lui, il était venu au Mama Factory pendant que j'étais en prépa, il faisait son clip. Et il dit à son caméraman, il dit, ça serait bien qu'on fasse une petite vidéo avec Ragnar et tout. Il met une baffe, et puis son caméraman, il sait pas que je l'entends. Et son caméraman, il fait, mais non, mais pas du tout. Tu vois pas que c'est un abruti, il va t'arracher la gueule. Et après, il est revenu vers moi, il a dit, peut-être pas la baffe, je sais pas. Et j'ai dit, mais tu veux pas la claque? Non, je veux pas la claque, tu me mets un coup de pied, tu te dépêches. Mais tu sais, il était très mignon, mais c'est un bon gars, ouais. Le Bobby. C'est un gentil mec. Et on en parlait, et même, tu sais, maintenant, dans les agressions, dans la rue, tout le monde va filmer, ça me rend fou. Mais tu vois sur Twitter, des vidéos de mecs qui ont filmé, putain, au lieu d'aider. Mais c'est des malades, c'est des fous. C'est genre, même des fois, ils vont provoquer une situation, qu'ils vont filmer pour ensuite faire passer pour des victimes. Je dis, mais vous êtes des barges. En vrai, l'autre, il est là. Oui, on m'a agressé, on m'a fait ci, on m'a fait Même ça. les mecs qui vont manif aujourd'hui, les mecs qui vont manif, ils vont même pas au manif pour manifester, ils vont montrer qu'ils sont allés à la manif. Tu comprends? Pour se prendre en photo dans la manif. Oui, ouais, j'y étais, je suis un engagé. Oh, ta gueule. Oh. Il est là, il se filme, tu vois? Il se filme, ouais. Ouais, le combat continue. Tu dis, oh là là. Mais tout est question de ça. C'est question d'image, c'est fou. Ouais, je vais aller à cette manif, c'est bien d'y être. Mais non, mec, c'est les vrais engagés. Il le montre pas. Il le montre pas. C'est beaucoup d'ego. C'est Ruquier qui disait ça l'autre jour, là, quand il est venu. Et il disait, maintenant les gens veulent une photo avec toi parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont là. C'est de l'ego plus que du plaisir. C'est comme quand tu pars en vacances. Pourquoi tu filmes tes vacances? On s'en bat les couilles que tu sois parti en vacances. On s'en bat les couilles que tu sois au restaurant 5 étoiles, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Que tu manges un meilleur steak haché que moi? Que tu as pu te payer des vacances de rêve? C'est quoi ton objectif? Oh. Là, là, mais quel enfer! C'est marrant, ça, c'est vraiment. Tu peux faire un spectacle sur tous les sujets. Mais moi, ça me dégoûte. Moi, je supporte. Tu utilises dans tes spectacles, dans les spectacles que tu as écrits, tu utilises les vrais, les moments de vie comme ça, les trucs énervants, c'est facile. Moi, c'est insupportable. Moi, j'ai du mal. Hein. Franchement, je te jure, des fois, j'ai l'impression que j'ai 95 ans et que je suis né en 14-18. C'est un cauchemar. Non, mais c'est vrai, je me dis, mais c'est moi qui suis déconnecté ou c'est. Je me dis, mais putain. Mais tu sais que la plupart des gens pensent comme ça. Mais bien sûr, parce que tu viens de dire, c'est ça qui est fou. Les vrais gens pensent comme ça. Mais bien sûr. C'est juste qu'ils nous imposent des modèles de réussite. Tu vois, les vrais gens, ils sont pas comme ça. Tu vois. Et moi, il y a des mecs que je vois à la télé, je dis, mais j'ai jamais vu un mec comme ça dans ma ville, moi. Mais c'est le problème, c'est pour ça que plein de médias marchent pas. Bien sûr, mais qui va raconter, lui, ce connard tu comprends? C'est juste c'est comme les acteurs d'aujourd'hui, il y en a plein qui sont déconnectés de ça. À l'époque, les acteurs, tu pouvais t'identifier à eux. Ah, Jean-Paul Belmondo, à l'époque. Ouais, tu pouvais dire, lui, c'est mon pote, on peut aller au resto ensemble, on peut s'éclater. Il me ressemble. Là, aujourd'hui, il faut être beau, il faut être lisse, il faut pas avoir de scandale, il faut pas faire de vagues, il faut pas dire de gros mots, il faut être d'accord avec des choses même auxquelles tu n'es pas d'accord. Il faut être lisse. C'est ce qui fait que les artistes, aujourd'hui, ils sont pas attachants et ils sont pas... Ils n'ont pas d'aspérité. Mais parce qu'ils ne ressemblent à personne dans la vraie vie. Tu comprends? Mais c'est même pas de leur faute, en fait, je leur en veux pas. C'est juste qu'on les module, on les forme. On les modèle. On les modèle. Tiens, oui, donc il est hyper beau. Vous avez un avis sur ce qui se passe? Vous ne parlez pas? Au revoir. C'est ça. Ed Sheeran, tu vois qui c'est? Ouais. Il a toujours des t-shirts avec des t-shirts à manches longues dessous. Ouais. Et on s'est rencontrés un jour et on a une discussion, on se pose une demi-heure sur 2 sièges, on se parle, mon anglais approximatif et tout. Et je lui parle de l'avion, on a une discussion un peu profonde comme ça. Et il me dit, tu sais que ma maison de disques m'a demandé de changer de coupe de cheveux quand je suis arrivé. Ils m'ont dit maintenant il faut s'habiller, il faut arrêter les t-shirts à manches longues, c'est ringard. Il faut s'habiller comme ça. Et lui il a dit écoutez, je suis comme ça, je ne changerai pas un cheveu. Oui. Il a dit je chantais dans le métro comme ça, je veux chanter comme ça au Stade de France. Il n'a rien changé, regarde, il met toujours un t-shirt à manches longues. Il y a des gens qui sont super après là je suis un peu réac et tout, mais. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que des fois tu vois des gens, mais ça me parle pas quoi. Je me dis mais c'est qui ces mecs? Les mecs libres, qui parlent librement, un peu, qui disent ce qu'ils pensent, c'est les plus grands que je reçois ici. C'est ceux qui n'ont plus rien à prouver. Mais en fait, c'est surtout qui. Et c'est les plus grands. Se faire bien voir, j'en ai franchement
J'ai pas envie qu'on me déteste, j'ai pas envie, Bien j'ai sûr, envie qu'on ait une bonne image de moi, j'ai envie que les gens m'aiment bien, c'est normal. Qu'ils aient envie d'aller te voir en C'est humain, spectacle, voilà, de c'est ça, t'aimer, c'est c'est humain. normal, c'est le métier. Mais je ne ferai jamais quelque chose pour qu'on m'aime. Tu comprends? Si j'ai envie de te dire tu pues, je te dis tu pues. Voilà. Ça, c'est de la merde, c'est de la merde. Je vais pas le dire. Je vais pas m'interdire de le dire parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de le dire. Je dis ce que mon cœur il me dit. Si j'ai envie de te dire quelque chose, bah, je dis quelque chose. Sur les plateaux télé, quand tu es interviewé, parfois on te dit pas de sujet, ou tiens, ils vont te couper un moment. Non, c'est juste que tu dis. C'est une époque particulière, quoi. C'est juste que tu te dis en vrai, qu'est-ce qu'on est devenu, quoi. Quel pays on est devenu, putain. C'est je te parle médiatiquement parlant. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, tu vois, même des fois, tu vois le niveau, tu vois les comédies, des fois, enfin, tu te dis, oh là là. À l'époque, il y avait des gueules, tu vois, des Jacques Villeray, des gens qui avaient des vraies gueules, tu vois, des gens qui étaient pas beaux, qui étaient pas forts, qui étaient un peu gros. Là, aujourd'hui, ils sont tous beaux gosses. Ils sont tous hyper bien foutus, ils parlent tous très bien. C'est l'enfer, en fait. À quel moment on s'interdit de ne pas être parfait? Avant, il y avait des défauts. Avant, il y avait des défauts. Il y avait des fruits qui avaient des défauts dans les supermarchés. Mais bien sûr. Il y avait Tu vois, non, mais attends, mais c'est un vrai sujet. Hein. Mais là, aujourd'hui, jette non, mais les vous gens. rigolez, mais Mais oui. on est d'accord. Avant, tu avais des pommes qui n'étaient pas belles, qui étaient un peu, tu sais. Mais là, aujourd'hui, jette les gens comme des... Tu sais, aujourd'hui, c'est de la consommation humaine. Ça veut dire que... il paraît qu'il a roulé il paraît qu'il a fait ça, il a pris un sens interdit. À la poubelle. Ça fait 10 ans que je suis là. Mais t'es une merde. Du jour au lendemain, je suis une merde. Oui, t'es une merde, oui. C'est une époque qui est terrifiante. C'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du bon. Il y a du bon, bien sûr. Parce que quand quelqu'un a fait des saloperies, c'est bien que tout le monde le sache. Écoute, ça, frérot, t'as fait ça, tu t'es comporté comme ça, tu reçois ce que tu mérites. T'es une merde. Ok. Mais des fois, il y a la chasse à la sorcière. Il y a le truc où les gens se réjouissent de ton malheur. Tu sais, c'est une époque de sadique. Hein. Regarde-le. Mais ça a toujours été comme ça, même à l'époque romaine. Mais là, aujourd'hui, c'est amplifié. C'était un peu les jeux du sang. Là, je dis, tu peux être quelqu'un de super. Il suffit qu'il y ait un mec qui commence à te dire ça. Tu vois, tu peux pas dire du jour au lendemain passer pour un mec qui est bien et du jour au lendemain sur une erreur tu deviens une grosse merde. C'est pas possible. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à comprendre. Être connu aujourd'hui, ça devient limite une maladie parce que t'as plus le droit à l'erreur. Et je te dis, c'est même pas la faute des acteurs aujourd'hui, c'est qu'on les a modelés comme ça. Ils ont peur. Mais ils Il y ont a plein de gens peur. du milieu qui me disent attends, surtout pas parler de ça parce que j'ai mon film qui sort. Mais ils ont peur. C'est machin, Ils ont peur. Monsieur. Ils ont peur. Mais c'est même pas de leur faute. Ils ont peur, tu vois. Parce que sinon, tu as toutes les plateformes qui se reculent, les partenaires, les trucs. Ouais, mais parce qu'ils sont dans un autre monde. C'est pas ça la vraie vie. Toi, la vraie vie, c'est pas ça. Mais moi, je trouve ça bien aujourd'hui qu'il y ait des gens qui puissent dénoncer des comportements douteux de certaines personnes. Moi, je trouve ça bien. Tu comprends? Mais ça fait partie du bon côté. Que quelqu'un dise, tiens, lui, il a fait ci, ça, enquête, brrr. Et tu t'aperçois que ce gars-là que t'aimais bien, en fait, c'est une grosse merde. Tu te dis, ok, c'est une grosse merde. Ok, c'est une grosse merde. Et par contre, t'as des mecs, des fois, qui font juste une petite erreur et qu'on met sur le banc des accusés d'un coup, sans même des preuves, sans même d'enquête. Oui, il paraît qu'il a fait ci, il paraît qu'il a fait ça quand il était jeune, il a frappé. Ah d'accord, bon, tiens, grosse merde, allez hop, chut. Tout le monde te tourne le dos. T'es plus présumé innocent, t'es présumé coupable. Ouais, c'est l'inverse. T'es mis en place publique et les gens, c'est du tribunal public. C'est à des bons côtés. Moi, il y a des gens, franchement, j'aurais jamais pensé qu'ils étaient comme ça et finalement ils étaient comme ça. Même moi, dans ce milieu-là, j'ai été déçu par plein de gens. Parce que je me suis dit, en fait, c'est des gros bâtards. Ah oui, Ah oui, moi, je me suis fait baiser la gueule. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de sincère, tu vois, même si je fais... des fois, j'ai dit, je suis un peu, voilà, tac-tac, j'aime bien, mais le fond, mon vrai fond d'humain, il est dans la sincérité. Et en fait, eux, ils sont gluants. Et ça, c'est bien de les mettre, que les gens s'aperçoivent que c'est pas forcément des gens bien. Mais il faut pas s'acharner sur quelqu'un sans preuve, sans justificatif, c'est compliqué, tu vois. Il faut apprendre à pardonner. Même si quelqu'un a fait une erreur, tant qu'il n'a pas vu, tant qu'il n'a pas défoncé une gonzesse à coups de poing ou un enfant ou quoi, tu peux pardonner. Tu comprends? Si le mec est sincère, dis pardon. Mais c'est ça. Si le gars, il dit, les gars, j'ai eu une période dans ma vie, j'ai déconné. Voilà, tous les humains sont... Mais tous les humains déconnent, c'est parce que t'aimes pas cibleux sur Instagram. C'est un peu la chasse aux sorcières, c'est ce que tu disais, c'est l'époque du Moyen-Âge où tu montes du doigt quelqu'un, regardez, il a fait ça. Tout le monde fait des erreurs. Même moi, des fois, je suis une grosse merde. Moi, je suis une grosse merde, des fois. Des fois, j'ai des réactions, je suis une merde. Tu comprends? Je peux m'énerver avec un mec, ça méritait pas. Je peux mal parler, je peux avoir... J'ai des bases. Par contre, je peux avoir des gestes d'humeur. Tu vois, je peux pousser un vase, je peux crier, je peux faire ça peut m'arriver des fois dans la vie de faire des trucs comme ça. Mais les gens sont tendus. Non, mais ils veulent en fait, la France, c'est... Ils veulent découper
c'est décapiter les gens qu'ils aiment bien, c'est la France. C'est mon idole, je l'adore. Et tiens, le jour où il a un truc, je t'aime comme je te déteste. Ouais, c'est de l'amour qui se transforme en haine pour rien. Ah oui. Mais je crois, tu vois, là, il y a 2 jours, je roule en scooter. Et un mec arrive derrière moi, je le vois pas, il me klaxonne, il m'insulte direct. Il dit putain, clignotant, merde, t'es quoi, un connard et tout. Et je me retourne, j'étais un peu déprimé. Jérôme Le Banner. J'étais un peu déprimé, ma mère se faisait opérer, j'étais un peu stressé. Vraiment, j'étais pas là. Tu sais, tu sens les jours où t'as un problème. Voilà. Et je me retourne et je dis ah, pardon, monsieur. Et le mec, vraiment très agressif. À 2 doigts de descendre et de me frapper tout de suite. Je dis ah, pardon, monsieur, je vous ai pas vu. Pourquoi vous me parlez mal? Le monde est déjà suffisamment dur. Je vous présente mes excuses si je vous ai pas vu. Ouais. Il te dit quoi? Ça lui fait du bien. Et le fait que je lui dise, je vous présente mes excuses, machin, il s'est retrouvé bête. C'est comme si tu avais envie d'avoir un clash face à toi. Ouais, je comprends. Bah, c'est ça, il faut m'aider si tu... Et je dis, pardon, je m'excuse, je vous ai fait peur et tout. C'est Merci à vous. Et il est parti, il est redémarré, il est parti. J'ai laissé passer, je lui ai fait un coucou. C'est la facilité. Hein, en fait, si tu veux, l'énervement, c'est la facilité, je pense. C'est beaucoup plus dur de pardonner que de s'énerver. S'énerver, c'est facile, tout le monde peut s'énerver. Tout le monde peut s'énerver. Bah oui. Alors que pardonner, ça demande un effort, et puis accepter, se mettre un petit peu, tout, ça demande un effort. C'est plus dur, hein. Ah bah, et de dire pardon, même à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses parents, quand on fait une bêtise, c'est super dur. Ouais. Mais ça fait du bien. Ouais. Moi, j'ai un ami à moi qui s'appelle Issa, qui est très proche de moi, il me disait toujours briser le cœur d'un homme, ou il faut toujours réparer l'erreur que tu as faite. C'est toujours important. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu as la possibilité de réparer ton erreur, il faut toujours le faire. C'est trop facile de dire, va te faire enquêter, vas-y. C'est beaucoup plus noble d'aller le voir et dire... Dans toutes les religions, le pardon, c'est très très haut. Ouais, bah oui, mais c'est super. De demander et de recevoir. Ça fait du bien surtout. Hein. Ça fait du bien. Hein. Aïe. Ça fait pleurer. Ouais. Quand tu vas demander pardon à un pote, pardon... Ouais, après, si c'est un enculé et que tu vas t'excuser, bon, c'est peut-être un peu plus difficile. J'ai vraiment pas suivi mes fiches de l'émission. On a vraiment parlé de tout et de n'importe quoi. Ouais. C'était très agréable. Pour finir, je vais même pas revenir juste. Tu as fait une imitation de Fraissinet. Ouais. Tu as tenté une imitation devant Alban Ivanov sur une vidéo de France Télé. Je te propose un truc. On a mis des stories en disant tiens, si vous voulez imiter quelqu'un devant Mathias, devant Ragnar, vous venez ici. Vous allez imiter 5 secondes, il faut deviner qui c'est. Il y a de tous les niveaux. D'accord? Vas-y. Il y a 5 personnes qui vont venir les uns après les autres avec un micro. Ils vont faire une petite imitation de 5 secondes. Vas-y. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas validé et je ne sais pas ce qu'ils vont imiter, d'accord? Vas-y. Comme ça, je joue avec toi. C'est parti, on va faire rentrer le premier. On y va. Allez, voilà. Bienvenue, Julien. Si tu veux venir sur le plateau ici. Bien sûr. On va faire rentrer donc 5 personnes. C'est toujours une mauvaise idée, les happenings. C'est ce qu'on se disait avant. Julien qui fait partie de l'équipe, en plus, qui est auteur pour l'émission. Allez. Je ne savais pas que tu étais dans les 5. Je n'ai pas vérifié le happening. C'est parfois une mauvaise idée de ne pas vérifier le happening. Tu vas faire une imitation? Ouais, je tiens une très belle imitation. Alors vas-y, on est bon? Vas-y. Hey mon Ragnar, sans déconner, tu viens là, t'es chez Guillaume Play. Alors j'ai envie de te faire une surprise. Je vais te faire Gainsbourg avec ma bite. Chicandier. C'est vraiment... C'est une mauvaise imitation. Quand personne ne trouve qui c'est... c'est gênant, putain. Je vais te faire Gainsbourg avec ma bite. C'est qui cette Attends, c'est Patrick Sébastien? Patrick Sébastien. Ah, Patrick Sébastien. Ah, c'est très mauvais, merci. C'était terrifiant. C'est terrifiant, mais c'est vraiment... Ça pousse à la gêne, hein, une mauvaise imitation. Je vais te faire Gainsbourg avec... Déborah, si tu veux venir, merci. Il a vraiment dit ça, Sébastien? Patrick, je crois qu'on va le recevoir bientôt, d'ailleurs. Il m'a demandé... Alors, on l'embrasse, Patrick. Bonjour. Bonjour. C'est Déborah, c'est ça? Exactement. Déborah, on se connaît pas. Hein. On se connaît pas. Tu as répondu à... Oui, sur Instagram. Sur Instagram. Tu fais une bonne imitation ou c'est un peu Julien? Bah moi je trouve qu'elle est parfaite, hein, mais... Ouais, bah, c'est peut-être moi qui n'étais pas dedans. Et je ne sais pas, j'ai plié ma fiche pour pas voir justement la personne qui te fait. T'es prêt? Vas-y. Salut Ragnar. Ça, c'est Mark Simpson. Oh là là. Attends. Alors, Mark Simpson. Magnifique. C'est qu'elle est pas si mauvaise, mon imitation. T'as pas fait trop de route pour ça? Non, mais je trouve que je suis quand même vachement bien. Ah, c'est pas mal. Parce que c'est l'imitation qu'on arrive à souvent sortir. T'as toujours un mec. Ouh là là, c'est encore pire. C'est quand je suis bourré. Ah oui. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu fais quoi dans la vie, Déborah? Déborah? Moi, je suis cartomancienne. Rien à voir avec l'imitation, ouais. Ah, clairement. Tu viens d'où? Paris. C'est un immense
lui. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois pas qu'il est con, lui. Il est mort de rire, il est insupportable. Merci en tout cas, Je Déborah. t'en prie, avec Merci plaisir. beaucoup. Ah, j'ai trouvé tout de suite. En tout Merci cas. d'être venu. Merci Bravo. beaucoup. Attends, ensuite c'est Louis. Louis qui a écrit les émissions aussi, donc que je connais. Voilà. Mais vous avez trouvé personne, vous avez fait exprès de vouloir passer, d'essayer des imitations. Lui, il est très Parce que, fort. hein. attends, je me justifie. C'est super dur de trouver des gens qui sont des mauvais imitateurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont bons, et du coup, bah, on a pris des gens de l'équipe, quoi. Ah Donc, oui, mon imitation est très mauvaise. Vas-y. Vas-y. Ragnar, le breton. Oh là là, non. Il est en train de nous faire un mauvais Chirac là. Mangez pomme. Ah ouais, non mais c'est. Ouais, c'est Chirac. Ah. Attends. Ragnar, le breton. Oh, Mais putain, les il est claques, chaotique. Ah, c'est chaotique. Faut qu'il Merci, parte. hein. Mais vous l'avez dit Merci. au moins. On l'a eu, vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'est l'avantage de ne pas être en direct. Hein. Tu peux couper des moments. Il est très con. Merci Louis. Il est exceptionnel. Il reste Seb, Louison et François. Oh putain, oh la vache. Alors, je crois qu'il y a du haut niveau. On m'a dit qu'il y avait du haut niveau, mais je ne sais pas quoi. Moi, je veux pas être là en fait normalement. Oh la Tu dois vache. pas être là. Non, voilà, bah écoute, j'ai. Celle j'ai qui réfléchi écrit, un peu à la bah, question. oui, Oui, oui. voilà. Bonjour tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Guillaume T'as et trouvé- de recevoir Ragnar dans vu cette qui c'est émission Saga où on s'intéresse à la vie des célébrités. Bonjour. Ah, Stéphane Bern. Stéphane Bern, ouais, bien Ah fait. ouais, c'est pas mal. Non, il y a un petit truc quand même. Ah, si peu, mais si beau, honnête, il m'a dit si peu. Non, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça va? Ok, bah je vais le travailler. Attends, alors. refais juste le. Putain, tu veux que je repasse en plus. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume, bonjour. C'est vrai que c'est fait. C'est vrai que c'est C'est plus. Nikos, C'est on bascule Nikos. sur Nikos. Nikos Aliachias. Il nous fait un C'est truc un mélange de- terrifiant. C'est ouais. Nikos Bern, voilà, on va l'appeler, Nikos c'est mon Bern. personnage. Voilà. Merci Ah bah, beaucoup. Je vais laisser Oh là là, le micro à quelqu'un d'autre, je crois. Oui, c'est Louison qui vient ensuite. Désolé, Ragnar, en Merci tout cas. à. Non, mais Désolé c'est pour ça, exceptionnel. Merci, hein, Seb. Louison, Oula. qui était derrière la cam, hein, qui est chez nous aussi. Ouais. Ça va, Louison? Ça va. Il est très content. Content d'être là. Il est content de passer à la caméra. C'est pour rendre service de base. C'est horrible. Oh, ça va, t'es pas trop mal à l'aise et tout. ça va. Ça va. Tu vas Ouais. faire une imitation aussi? Ouais, c'est ça, tout à fait. Allez, bah. Oui, Ragnar, je suis très content de te rencontrer. Je l'ai pas du tout là. Ah bah non plus. Oh mec, elle était folle, tout à l'heure, je l'ai fait bien. Bienvenue chez les gens. Bon, attends, mais c'est une catastrophe. Choqué, il l'a pas. Bienvenue chez le genre. Samy. Scooby-Doo. Oui, Ah, c'est... Oh là là. Ah, ça c'est Scooby-Doo. Merci Louison, merci beaucoup. ouais, ça était C'est pas pas mal. mal, c'est pas mal. Non, merci. Ouais. On a chance que ça va être plus brutal là. Alors attends, en dernier c'est François. Bonjour C'est ça, François. c'est bien vu à François, bien vu ici dans les genres que je voulais. Oh putain. Oh, François Damien. Je l'ai deviné, bah, Oh, c'est exactement putain, mais non, ça, mais mon ami. attends, mais... Attends, tu l'as bien toi? Mais non, c'est pas... t'as pas fait une vidéo Insta, toi? Si, ouais. Mais je l'ai vu il y a 3 jours. C'est Je vrai. te jure, c'est vrai, je regardais un truc, t'es mis ta François Damien à C'est table. exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh là là, putain mec. Ah si, t'es fort, Voilà, voilà. c'est vraiment gentil, c'est vraiment incroyable. Quoi. Merci d'avoir invité ici à Légende, comme on peut voir. Voilà, je fais tous les collègues, toute la régie, c'est incroyable. Franchement, merci beaucoup. Exceptionnel. Putain, tu le fais hyper bien. Merci, c'est Ouais, gentil. trop bien. Tu viens Putain, c'est d'où, dingue, mec. François? Je viens de Lille, je viens du Nord-Pas-de-Calais, enfin plus du Nord que de Pas-de-Calais, mais bon. C'est de Belgique, hein. Trop bien. Ah, ce rire de dégueulasse. J'ai jamais entendu une imitation aussi bien faite C'est de vrai, lui. bah, ça fait vraiment plaisir. Mais tu sais, je te jure, je t'ai vu il y a 3... Je te jure, c'est rare. En plus, C'est j'étais vrai, à la ouais, maison en train de tourner des vidéos comme un con. Et je suis tombé sur ta vidéo où t'es en train de manger, c'est ça? Ouais, À c'est possible. table et tu mimes devant tes copains le truc et tout. Ah, Exactement. trop bien. Ouais, merci beaucoup, Bah, ça trop fait stylé. plaisir. Attends, c'est Ouais. Dominique. Dominique Koenig, c'est mon surnom sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok. Et tu fais Voilà, quoi dans la vie? Je suis travaille dans les entrepôts dans Derlec, j'abats la bidoche, quoi, j'abats les Ah, trop les bien. abattoirs. Eh ben, bravo. Non, c'est pas vrai, je suis Non, plombier. Ah ouais. T'avais pas la ref, t'avais pas la ref. Si, c'est dans Dickeneck. Dickeneck. Mais il y en avait vraiment qui travaillent là-bas, alors tu sais. Ouais, non, pas du tout, non. Ouais, trop Ça bien. a été magnifique. Putain, c'est incroyable. Ouais, Et- c'est incroyable. Attends, et t'as fait un Insta que de ça? J'ai fait Tu un fais TikTok, plein de- j'avais fait une vidéo qui m'a fait percer en fait dans le sens où j'ai fait 1 million de vues en une Bravo. vidéo et je montais à 10 000 abonnés, maintenant j'en ai actuellement 35, j'ai commencé à 6 mois et puis voilà quoi, maintenant je suis là, donc je sais pas, c'est une fierté au... Bah, bravo. Trop Merci. bien. Voilà. Trop bien. C'est génial, mec. Merci, Ah, c'est bravo, gentil. mec. Putain, vraiment, t'es Ouais. très très fort. Comment tu fais le dire? Bah en fait il suffit de tirer la langue, c'est l'intonation de la voix, en fait il faut jouer avec la gorge en fait, tu sais ce que Oui. Ouais, ça, c'est tu l'apprends. Ah, tu l'as un peu, Ouais, toi. c'est dur quand même. Tu mets la langue vers le haut?
Ouais, faire le boss c'est un peu compliqué, je peux essayer. Mais... J'y arrive. Ah putain, ça devient glauque. c'est compliqué, mais ça se travaille. C'est comme tout. Putain, t'es fort, bravo, merci you. beaucoup à toi d'être venu. Thank you so Bravo, much. mec. Ton Ouais, c'était Insta et trop ton stylé. TikTok, Dominique Koenig. Merci beaucoup à toi. Je te laisse le micro. Ouais, t'inquiète. Merci beaucoup Allez, gros bisous. pour ces belles imitations. Bon, bah voilà, de belles imitations. Hein. Instagram a du talent, tu vois, on peut trouver. Instagram a du talent, puis Jacques Chirac, extraordinaire aussi. Je rappelle, tu es en spectacle si vous voulez aller voir Ragnar, si vous voulez voir Mathias, je vous mets les dates en cliquable sous la vidéo. Avec ton site, il y a tout qui est répertorié, il y a des dates au Casino de Paris, une quinzaine de dates. Si vous voulez en profiter pour voir le spectacle qui s'appelle Us, je mets le lien aussi en cliquable sur les plateformes de podcast audio si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. T'as tenté le MMA, tu peux raconter un peu ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu? Je sais que tu t'étais beaucoup entraîné, tu voulais faire un combat qui s'est pas fait finalement à la fin. Ouais, bon après c'était un challenge que je voulais me faire personnel et tout, donc j'avais tout mis de côté pour ça. Je m'étais entraîné, mais après bon, après c'est parce que j'étais un petit peu connu qu'on en a parlé, mais moi si ça avait été que moi, j'en aurais jamais parlé, j'aurais fait ça dans mon coin quoi. Je voulais pas me faire mousser. Ah oui, sur un combat. Je passer pour le mec qui a peur de rien, qui a aucune limite. Alors je me chie dessus. C'est vrai? Bah oui, comme tous les combattants. Comme tous les combattants, je pense que il y a un facteur que les gens oublient, c'est la peur. Quoi. Les combattants ont tous peur, c'est des quotidiens. C'est chaud hein, quand même. Hein. Bah, Entre le travail, le sport, c'est chaud. L'hygiène de vie. Ouais, et puis surtout que tu vois les gens qui se permettent de leur donner des conseils, de les critiquer, de les humilier, alors que c'est des gens quand même qui ont une paire de coups qui est énorme. Donc juste pour ça, il faut les respecter quoi. Je suis d'accord. C'est de l'entertainment, c'est du spectacle, il y en a qui parlent, donc après forcément il faut assumer les paroles que tu as dit, donc c'est un cercle vicieux et tout, mais la finalité c'est qu'ils font des choses que le commun des mortels n'est pas capable de faire. On a eu Benoît Saint-Denis, on est même allé le voir à Bayonne, etc. Et c'est vrai que c'est très dur de voir comment d'un coup tu peux être une star et puis après un combat, t'as la moitié des gens qui vont dire il est passé de superstar à facho, après il est passé de guerre, de God of War au mec qui était genre ouais c'est une grosse merde, tu sais les gens se débarquent en fait. Le mec il a fait une carrière, il vient de débuter, il vient d'arriver, il a fait des choses extraordinaires déjà. Il a renversé le Madison Square Garden, il a fait des combats, il a fait vibrer la France entière. Et en fait c'est juste ça que je trouve dommage, il faut leur mettre du respect, tu vois, sur le tech, il faut leur mettre du respect sur eux, c'est des gens qui sont vraiment extrêmement courageux, puis c'est des bons mecs en plus dans la vie donc. Et puis il suffit qu'un combat, tu prennes un mauvais coup, tu peux être KO tout de suite. Enfin, il y a tellement de trucs. Tu refais 3 fois le même combat, tu peux gagner et perdre. Non, c'est un sport d'homme. C'est un sport d'homme. C'est un vrai. Faut y aller dans la cage. Hein. Ouais, c'est un sport d'homme, mais c'est même les femmes qui font ça, c'est des guerrières quoi. Toi, t'aimes bien regarder, t'y vas? Moi, j'aime bien regarder quand c'est des potes. Après, ça m'emmerde. Je suis pas non plus un fan hardcore. Non. Mais je sais que beaucoup de bobos bordent aussi là-dessus. Beaucoup d'acteurs, ils sont là comme ça. Ils veulent se donner une image de bad boy, bagarreur. Mais la finalité, c'est que c'est des fantasmeurs et qui n'ont pas la moitié des coups de ces gens. Mais ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, où d'un coup, tu peux être adulé le lendemain. C'est très rapide. C'est un truc qui a explosé d'un coup, le MMA. Donc, du coup, tout le monde s'est intéressé à ça. C'est devenu extrêmement populaire et tout le monde a voulu s'accaparer puis rentrer un peu dans ce truc-là. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça il y a très longtemps avec Cyril Diabaté, qui m'a fait découvrir ce milieu-là il y a déjà plus de 10 ans. Hein. Où je le suivais en Belgique dans des combats. Il y avait 150 personnes dans une petite salle très glauque, avec des Tchétchènes vitreux. Enfin, c'était vraiment des ambiances vraiment chaotiques. Et je voyais les sacrifices et je trouvais ça, j'étais hyper intrigué par cette sensation qu'ils pouvaient ressentir. Hein. Mais bon, après, c'est juste que là, ça devient un sport de mode. Donc, t'as tous les mecs qui sont au premier rang. Moi, des fois, je suis au premier rang aussi. Mais je viens soutenir des copains qui combattent et je suis pas là pour dire les gars, je suis dans un milieu de show, ouais, c'est la cité, ici, c'est la rue. Hein, Catherine? Ça, c'est... Les bobos bandent là-dessus. Donc, ça devient un sport de mode. Donc, en fait, du coup, ça devient la mode complètement, c'est fou. Ça attire tout ce qui est... Mais comme... tout ce qui brille. Oui, c'est ça, mais les bobos fantasment beaucoup là-dessus. Pourquoi ça s'est pas fait, ton combat? Il a annulé, c'est ça, la personne en face? Il a annulé, il a dit qu'il était blessé. Voilà. Et tu t'es dit c'est un signe, c'est qu'il faut pas le faire? Ouais, bah écoute, moi je fais confiance aux signes qui me sont mis sur mon chemin. Hein. C'est-à-dire que si ça s'est pas passé, c'est qu'on m'a préservé d'un mal. Ça peut pas se passer, exactement. Imagine, tu vois, on sait pas, hein, ça se trouve je me serais blessé, ça se trouve je me serais fait ridiculiser, ça se trouve je l'aurais déboîté, ça se trouve, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. La finalité, c'est que moi, je sais que j'étais prêt à y aller. Ma tête, mon corps, j'y serais allé, moi, dans tous les cas. Donc juste ça, bon bah,
je me tire, je peux me consoler qu'avec ça. Et repartir dans une prépa, tout, c'est bon. Et t'aurais pas eu peur pour tes enfants, je sais pas, tu sais, de te faire très mal Non. Non. Bon, non. Mon enfant ne fait plus rien. Hein. Je prends plus la voiture dans ces cas-là. Non, bien Non, sûr. non, Là, il y a mais une différence quand même à les Ah, c'est vrai que la comparaison était nulle. Mais c'est le beau philosophe à 2 balles. Dans ces cas-là, tu fais plus d'escalade, tu fais plus d'acrobranche. Parce qu'il se tapait contre un mec très solide, t'as un gros... Oh, le vieux penseur. Si tu penses comme ça, Guillaume, tu vas dans le mur. Tu fais plus de canoë. Non, j'ai fait ça, et puis non, c'était bien. C'était une bonne expérience. T'as regardé un peu les JO, t'as pu y aller, t'as suivi, c'était une période de cohésion pour Ouais. le coup. C'est génial. D'ailleurs, on devrait s'inspirer de ce qu'on a ressenti pendant les JO, cette ferveur, Très cette agréable. solidarité dans le pays. Ce mélange un peu... Tout le monde derrière tout le monde. Ah, c'était trop bien. la police qui danse avec les gens. Mais c'est trop bien, mais ça peut être ça la société, hein, pour de vrai. Hein. Ça peut être ça si on fait des efforts. Bon, après, on va pas reparler de ça. Mais... Et les JO, moi, j'ai vu la finale États-Unis-France au basket. Avec ma femme et mes enfants et mon grand. Oh, exceptionnel. Masculine ou féminine? Masculine. J'ai vu féminine le lendemain. Non, féminine, bon, j'aime bien aussi, mais on se fait un peu plus yèche quand même. On va pas se mentir, il n'y a pas de dunk. C'était incroyable, non, en vrai. C'était génial, mais, Non, moi, non, ça mais me fait chier. c'était à un point près, là, tu sais, c'était beau. Moi, ça me fait moins kiffer. Ouais, non, mais je comprends. Mais les Américains, moi, je suis fan absolu de LeBron James. Quand j'ai vu LeBron, moi, j'étais comme un enfant. Je le regardais, j'étais... Il était là le lendemain aussi, il était assis, regardez. le King. Et ouais, j'étais là, avec Stephen Curry, nous, on était dans les gradins. On s'est croisés avec François Civil à la fin du match. On se regardait avec François, il était sur le scooter. On a dit, mec, on a vécu une dinguerie. Même lui, il avait les yeux comme ça sur le scooter. Il fait, ah oui, le rag. C'était à lui, on a vécu un vrai moment. Et puis moi, j'ai vu ma femme comme un enfant de 5 ans aussi. J'étais trop content qu'on puisse partager ce moment-là. Mais les JO, c'était génial. Hein. Ah, c'était très beau. La petite cérémonie, bon, on n'a pas compris pourquoi le génie il est sorti de la table avec les couilles à l'air. Ah, tu parles de le personnage bleu? Ouais. Ouais, l'ouverture des... Ouais. C'était une super ouverture, c'est juste ça, j'ai pas compris. Pourquoi on a encore mis. Là, on parle de sport, pourquoi on nous met un mec avec une pomme dans la bouche, avec les bulles à l'air, devant les gosses et tout, c'est nul, quoi. Tu vois. Les gens vont dire, oui, mais il faut s'ouvrir à l'esprit. En fait, quand tu regardes avec tes enfants, ouais, t'es... Ah, bah, mon fils, il a pas compris. Qu'est-ce que c'est? On laisse. Bah, tu vas pas lui dire, non, c'est un mec qui s'est déguisé en bleu qui monte ses bulles, même, pour le sport. Ah bon? Pas crédit. Enfin. Moi, j'ai pas compris ça. Après, on va me dire, oui, t'es un vieux con, t'es machin. Le moment était super beau. La cérémonie. Il y a eu des super trucs. Non, mais la cérémonie était une des plus belles que j'ai vues de l'histoire des Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça extraordinaire. La joie, la préparation, les chorégraphies, tout était extraordinaire. J'ai juste pas compris pourquoi on avait ce manque de pudeur. Dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure, comme revendication d'une liberté absolue du corps. Oh, les gars, toi, les enfants, laissez-les à leur place. Ils regardent ça comme un grand film, comme un. C'était moins familial. Bah, c'est moins familial. On est même pour le coup un peu gênant. C'est vrai. Laissez les enfants être des enfants. Leur apprenez pas à tailler des pipes à 8 ans. Leur apprenez pas. Les cours d'éducation sexuelle à l'école trop tôt. Oui, laissez les enfants. J'ai des potes qui enlèvent leurs enfants ces jours-là, moi. Oui, mais laissez les enfants. Laissez les enfants découvrir les choses. On peut faire une éducation sexuelle à la maison parce que c'est partie des choses aussi. Il ne faut pas laisser les enfants comme ça dans la liberté sans leur Évidemment, expliquer. expliquer. Mais c'est si l'éducation peut être aussi un plus, l'éducation scolaire peut être un plus dans la compréhension, c'est génial. Mais arrêtez de leur mettre des trucs en tête, des images, des trucs. Ils sont beaucoup trop petits pour voir ça. Tu vas leur enlever la magie, tu vas leur enlever la découverte et ils apprennent des choses beaucoup trop tôt. Il faut les préserver, les gosses. T'expliques, toi, des choses à ton grand qui a 10 ans, le plus petit encore, mais tu expliques des trucs sur les relations hommes-femmes, comment être gentil, comment, tu vois, ne pas se laisser faire. Tu as des discussions un peu de fond. Tu disais s'ils se font emmerder à l'école, contre le harcèlement, tout ça. Non, moi, je lui apprends toujours à toujours garder sa dignité. C'est-à-dire que si tu veux, il ne faut jamais que personne t'enlève ça. Jamais humilier les gens collectivement. C'est genre... il ne faut pas faire du mal, quoi. Juste, en fait, c'est très con, mais ma femme a fait un super travail avec mes enfants aussi. C'est obligé. Hein, Et puis si toi, tu passes beaucoup de temps, tu le disais, tu fais des Ma allers-retours. femme, d'ailleurs, je lui fais un grand big up à ma petite femme. Parce que c'est vrai que ma femme, c'est mon partenaire de vie et c'est celle qui m'a transformé dans plein de choses et qui fait que mes enfants sont des bons garçons. Mais je suis fier de ça. De l'éducation des enfants. Ouais, parce que moi, de par ma vie et de mon parcours, j'ai toujours voulu avoir une femme qui va me rassurer dans l'éducation. Je sais que ma femme, c'est une maman extraordinaire. Donc ça, je le sais. Et juste de savoir ça, je me dis, j'ai réussi ma vie. Ah, je comprends. Ouais, je me dis, en fait, mes enfants, ils sont dans des bonnes mains.
Et ça me permet de dormir tranquille le soir. Je sais que ma femme, même si je suis pas là, et ben je sais qu'elle sera toujours là pour mes enfants et qu'elle leur donnera toujours le meilleur de ce qu'elle a. C'est ce que beaucoup de gens disent, c'est que même si tu sais pas si tu seras toute ta vie avec, parce qu'on sait jamais. Ah, on sait jamais. Et en tout cas, tu sais qu'il sera toujours une bonne mère et toujours un bon. Ah oui, après on sait jamais la vie, tu vois. Mais c'est. C'est combien de temps que t'es avec toi? C'est longtemps. Hein. 2008, ça va faire que 17 ans. Putain, fort. C'est rare dans ce milieu aussi, bravo. Moi, oui. Moi j'espère que je vais mourir avec elle. Hein. Tu vois. Voilà. Ah, c'est le meilleur succès de vie, arriver à fonder une famille. Bah oui, puis on a un couple mixte, donc on a trouvé, tu vois, on s'amuse. Même moi, mes enfants, ça me fait rire qu'ils passent d'une ambiance à une autre. Aussi, c'est une belle richesse, quoi. Ils passent des chansons, des paillardes, des chansons paillardes à des ambiances beaucoup plus pudiques, mais ça rigole quand même malgré tout. Ils ont une richesse culturelle qui est trop belle, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Moi, comment tu pourrais être plus heureux que ça, là? Moi, le spectacle, ça marche? Ouais, bah, la santé. Des films? Des films, ouais. À toi? Des films à moi, que ça vous plaise aussi, de faire des choses qui vont vous plaire, dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. Et puis garder des gens bienveillants autour de soi, garder des gens qui sont là pour les bonnes raisons, et garder des gens qui ont pas de noirceur dans le cœur. Des vrais amis, ça c'est important. T'aimerais faire quoi comme projet audiovisuel? Tu disais que t'aimerais faire tes trucs, est-ce que t'as déjà une idée? Ouais. Normalement, je tourne un truc en décembre. Et c'est un truc où j'ai envie de surprendre un peu les gens et puis de faire quelque chose de beaucoup plus... de quelque chose de très, très impactant. C'est une grosse comédie populaire qui va arriver au mois de juin. À toi? Ouais, qu'on a écrit avec Arthur Sanigou, Pierre Dudans, en gros, et tout, pour Avec Pâté, qui va se tourner en juin, normalement. Mais là, je fais un truc en décembre, mais qui va complètement... je pense que ça va choquer un peu. Voilà. Te connaissant, je sais pas où tu vas. Ah non, j'ai envie de choquer. Voilà. Un film? Bah, un documentaire fiction. Un documentaire fiction? Ouais, un documentaire, ouais. Bon, je pose pas de questions, on verra. Tu veux tourner en décembre ou diffuser? Non, c'est pas tourné encore. Tourner. Après, il peut se passer plein de choses. Hein. Bien sûr. Donc on sait pas, on verra. Mais ça, c'est ce qui t'excite un peu de nouveau? C'est ce qui m'excite, c'est de faire mes choses à moi. Et puis, et je te dis, ça y est, moi, j'ai le tour de tout staff, de tout le milieu, de tous les gens. Je sais comment il faut être, je sais ce que je veux. Donc tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, faire mon travail, et plus me mélanger avec des trous de balles. Avec des trous de balles sans valeur. Sans valeur. Tu arrives à couper, pour terminer, tu arrives à couper le week-end, vraiment, à rentrer. Bon, oui. Tu viens travailler à Paris, tu repars en Normandie. De toute façon, moi, je passe d'une avant-première avec tous les bobos, et puis le soir même, je suis avec le ferrailleur gitan qui cherche à te vendre sa BMW de 1982. Hein. Donc tu coupes forcément. Tu vois. En fait, le fait de ne pas habiter là, à Paris, ça te fait aussi... Ah oui, et puis même moi, je suis avec des potes, je suis avec des gens normaux, moi. Je suis avec Chérip, je suis avec Thomas, je suis avec Issa, je suis avec des gens normaux, quoi. Des gens normaux, ouais. Je suis avec des gens normaux, et en tranquille. On en croise moins dans le milieu qu'on est. Et en tranquille. Je rappelle, je vous mets le lien de ton Insta, mais tu as déjà 1 million de followers, mais c'est toujours bien d'en remettre les liens cliquables si vous allez le suivre. Voilà, Ragnar Le Breton sur Insta. Donc, il y a 15 dates au Casino de Paris. Je vous mets les liens, pareil, cliquables sous la vidéo si vous voulez prendre vos billets. Et puis, s'il y a des projets qui arrivent, et si c'est pas loin de décembre, etc., dès que tu voudras annoncer des trucs, je rajouterai les liens cliquables. Donc, comme ça, vous pourrez suivre l'actualité qu'on rajoutera au fur et à mesure sous la vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé. Merci d'être venus. Merci, mon Guigui. Je check avec mon doigt cassé, mais... Je dis aux copains aussi JMK aussi, tu pourras rajouter. Ah oui, c'est vrai. C'est très proche de... T'as fait des vidéos avec JMK? Ouais, il est gentil. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Il y en a des bons gars, ouais. Ah oui, il n'y a pas que des enculés, sinon le monde serait trop noir. Hein. Mais il y a des super personnes. On l'embrasse, JMK aussi, on regarde beaucoup ses vidéos. Il fait des vidéos où il teste des voitures, t'as fait pas mal de trucs avec lui. Il a toujours des belles caisses. Hein. Énorme beauf, le J. Hein. Muscu, dérapage, tatouage. Un 10 sur 10 sur l'échelle du connard. Je lui fais un gros bisou, c'est un bon gars. Très bon fond, le J. Merci à vous tous, merci d'avoir préparé l'émission, aussi à toute l'équipe. Et on se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches. On met 3 vidéos par semaine. Merci de vous abonner encore de plus en plus nombreux. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois sur la chaîne YouTube. Et merci de faire de Légende le premier podcast de France sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. On est vraiment hyper contents que vous soyez de plus en plus nombreux. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!